It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship, puis on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre sponsor officiel, Offsite. Honnêtement, moi, pour parler d'une expérience personnelle, si j'habitais à Montréal, c'est certain à 100% que je m'entraînerais à Offsite. La raison est quand même assez simple, c'est que je suis quelqu'un qui veut performer pour l'extérieur. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, si vous avez écouté une couple de mes podcasts, qui est fixé sur l'entraînement, qui veut toujours s'améliorer. Puis ce gym-là, en fait, à Montréal, est un gym qui est axé sur la performance et sur l'entraînement en escalade, la progression, dans le fond. Ce qui est le fun avec Offsite, c'est qu'ils ont des coachs à l'interne qui font du coaching en présentiel. Donc, que ce soit pour les performances mentales, que ce soit pour les performances physiques, que ce soit pour les tactiques sur le mur, ils vont vraiment pouvoir regarder tous les micro-détails que les jeunes grimpeurs ou même les grimpeurs expérimentés connaissent pas par rapport à l'escalade. Donc, honnêtement, si vous voulez vous entraîner puis si vous voulez progresser en escalade, aller chez Offsite, ce serait le meilleur move que vous pourriez faire. Le gym est ouvert de 5h du matin jusqu'à minuit le soir. Puis ils ont plusieurs boards d'entraînement que c'est pas tous les gyms qui ont accès. Donc, que ce soit le Tension Board, que ce soit un des plus grands spray wall au Canada. Fait allez voir sur leur page Instagram ou sur leur site web, c'est énorme ce qu'ils ont aménagé en termes d'équipement, d'entraînement, d'escalade. Le Grasshopper Board aussi, ils ont une salle de bloc qui est setée justement pour pouvoir performer, surtout en extérieur. Donc, go take a look. Puis, bon épisode. Donc, bon matin à tous pour cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Comme je l'ai dit tout le temps, en fait, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone un petit peu partout à travers la planète.
Ça va être vraiment aussi d'inspirer un maximum de personnes à travers le magnifique sport de l'escalade qui est en pleine expansion, d'éduquer aussi un maximum de personnes avec des experts comme on a la chance d'avoir aujourd'hui, puis de faire en sorte que le sport, la bonne nouvelle, puisse se propager à travers le monde. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je le dis à chaque début de podcast, mais si vous ne l'avez pas fait, la meilleure façon de nous encourager, si vous trouvez aussi que le contenu en fait qu'on offre a de la valeur, la meilleure façon de nous aider, c'est de mettre un 5 étoiles sur les balados-diffusions. Donc, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, YouTube, faites pause à l'instant, donnez-nous de l'amour, puis ça va nous aider énormément à faire propager le podcast. Puis aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir un invité de marque. Donc, Julien Deschêneaux, qui est avec nous pour nous parler de plusieurs aspects de tout ce qui est entraînement, blessure, parce que justement, Julien est physiothérapeute qui est spécialisé en escalade. Donc, pour toutes les personnes qui ont des questions, des questionnements par rapport à un processus de blessure, comment ça se passe psychologiquement, que ce soit comment on fait pour s'entraîner, pour minimiser le risque de blessure, vous allez voir, on a des super belles questions qui ont qui ont été posées par nos auditeurs pour Julien. Puis, écoute, bienvenue. Merci. En cette belle journée du mois de septembre. C'est frais, c'est sec. J'espère Ouais. qu'il y a plein de monde qui grimpe dehors présentement. Absolument. En tout cas, il commence à faire plus froid en plus à l'extérieur, fait que ça va C'est le devenir bon temps, prime. faut se mettre une petite couche, il faut réchauffer ses mains, il faut aller grimper dehors. Yeah! Fait que Julien, parle-moi de... Parce que je sais, en fait, c'est hot parce que Félicien Roy, qui est entraîneur dans le fond Offside, que tu connais, qui est un de tes amis, puis qui est un de tes patients aussi, de Je tes... sais pas, c'est lui qui pourrait le dire, moi je parle pas de ces choses-là. OK, good. Fait qu'en gros, Félicien, il m'a dit que ça serait vraiment hâte de pouvoir t'avoir sur le show. Tu sais, ça fait une couple de mois qu'on est comme en contact. Fait que là, we make it happen aujourd'hui pour parler de toutes les petites questions que je t'ai envoyées. Parle-moi un petit peu de ton parcours en escalade, puis ton parcours aussi comme physiothérapeute. Ça serait super cool pour que les gens puissent apprendre à te connaître. Ben moi, ça a commencé avec l'escalade. Ça a commencé juste à côté à Arizona Rock en 2008. Ma sœur a cherché un partenaire à faire de l'escalade. Fait que j'ai commencé, j'ai été addict directement. Moi, j'avais fait du soccer, du taekwondo dans ma vie. Puis, tu sais, l'escalade, c'est vraiment le sport qui m'a permis de retrouver un peu l'espèce d'addiction, le côté un peu... pas dire que ça règle nos problèmes personnels, mais c'est vraiment devenu le centre de ma vie. Fait que j'ai commencé à grimper ça en 2008. À travers ça, j'ai eu mes premières blessures. Hein. OK. 2011, je me suis fait une entorse de la poulie de l'annulaire. OK. J'essaie de regarder sur Internet qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a rien. Écoute, 2011, il y a peut-être une cinquantaine d'articles sur l'escalade. En général, c'est Phil Watts, Volker Shuffle. Il y a Esther Smith à Salt Lake qui fait des petites vidéos avec Black Diamond. Ça, c'est back in the days, en Ouais, 2011. ça fait quand même un OK. bout. Fait que finalement, je suis tombé sur une ergothérapeute qui s'appelle Barbara Schenklan qui me dit, en 2011, j'étudie pour rentrer dans le programme de physiothérapie. Puis elle m'explique, elle me guide un petit peu à travers là-dessus. Elle dit tu t'en vas physiothérapeute, tu devrais t'occuper des doigts. Il n'y a pas de physiothérapeute qui s'occupe des doigts, puis il n'y a pas de physiothérapeute qui s'occupe de l'escalade. En général, au Québec, c'est les ergothérapeutes qui s'occupent des blessures aux mains. Ouais, Les thérapeutes de la main, fait que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. c'est clair. Puis après avoir guéri ça, quand je suis rentré à l'université, moi, mon focus, c'était en apprendre plus sur les blessures aux doigts, les blessures aux mains. À ce moment-là, la communauté escalade est très petite. Andrea Schweizer, Volker Shuffle, Yasser El-Sheikh, Herb von Schroeder, pratiquement tous des chirurgiens, finalement, Ouais. parce que c'est quasiment eux qui avaient, on pourrait dire... Le monopole, Ouais, en guillemets. Là. Ou les quelques secrets, c'est eux qui avaient vu ce qui se passait. Puis à ce moment-là, tu lis un article d'eux autres, tu leur écris un courriel, puis 2 jours plus tard, ils te répondent. Ils t'envoient 3 autres articles. Puis, avec cette espèce d'échange en aller-retour, j'ai pu parfaire ma formation. J'ai eu la chance de faire des stages. Quand on finit physiothérapie, il faut faire des stages pratiques. J'ai eu la chance de faire un stage à Pierre-Le-Gardeur en thérapie de la main post-opératoire. Wow! Passer 2 mois là-bas à voir des mains qui viennent juste qui viennent subir une chirurgie, qui a des points, voir cette partie-là. Et après ça, j'ai passé 3 mois à Sainte-Agathe avec Vicky Amiotte, une ergothérapeute, donc une thérapeute de la main, une super Puis, clameur de femme ergothérapeute, aussi. c'est vraiment... c'est
thérapeute de la main, c'est vraiment... Non, ergothérapeute, c'est thérapeute de l'activité, finalement. OK, de good. l'activité significative. On le voit beaucoup dans l'écriture, dans le travail. Il y a des thérapeutes, des ergothérapeutes en santé mentale. OK. Tu sais, c'est on va dire une vocation qui est quand même assez large. OK. Mais finalement, c'est de récupérer les gens, on va dire, qui ont un déficit fonctionnel. On va essayer de les réexposer à cette fonction-là qu'ils n'étaient pas capables de faire. Fait que ça peut être OK. très large. Puis au Québec, c'est eux, en général, qui sont allés chercher les blessures aux doigts. OK. Donc moi, comme physiothérapeute, c'était difficile. Je te cacherai pas que je me suis inscrit à des formations d'ergothérapeute et ils m'ont demandé de ne pas assister. Ils m'ont remboursé mes frais d'inscription. Donc ça demeurait quelque chose qui était réservé aux ergothérapeutes. Heureusement, j'ai pu connecter avec... quand j'ai commencé... à travailler. Jean-François Ouellette, qui OK. est ergothérapeute, thérapeute de la main. À ce moment-là, c'était à Longueuil, à Kinatex Longueuil, OK. qui est devenu le CMI Longueuil. Et moi, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'avais des patients de doigts, je lui envoyais et je me présentais sur place Pour apprendre. pour voir ce que lui faisait. Wow! Fait après, parce que c'est une genre de formation qui n'était pas disponible, donc il fallait aller la chercher. Puis, mais en fait, un mois après avoir commencé à travailler dans une clinique, j'ai aussi en parallèle parti une pratique à Horizon Rock. OK. Pour compléter les grimpeurs. Je me rappelle de mon premier patient. Les premières semaines, j'avais 2 patients par semaine, puis 10, puis 16. Puis au bout d'un an et demi, j'ai littéralement quitté la clinique privée pour laquelle je travaillais. Et ça fait 8 ans que je traite que des grimpeurs. Récemment, j'ai traité mon 1300e grimpeur. Aïe! Et là-dessus, j'ai eu 5 patients non grimpeurs dans les 8 dernières années. Donc, c'est vraiment que des grimpeurs que je C'est traite. Je suis vraiment vraiment hot. chanceux Ouais. de ce niveau-là. Tu vis de ta passion, carrément. Ah oui, Tu sais, tu vis tout à fait. de tes physio, tu grimpes, puis tu es capable de combiner justement ton gagne-pain avec ta passion qui est l'escalade. Je Fait suis que, extrêmement reconnaissant de pouvoir être là aujourd'hui. Cool. Fait qu'écoute, sans plus tarder, je vais rentrer en fait dans les multiples questions qu'on a pour toi. Mais en fait, pour commencer, en fait, c'est quoi... Parce que, tu sais, veux pas, l'escalade, une des principales choses qui est spécifique à l'escalade, c'est les blessures aux doigts. C'est vraiment les blessures, tu sais, les avant-bras, ces choses-là. Est-ce que il y a des signes avant-coureurs que les grimpeurs devraient peut-être surveiller, tu sais, quand ils commencent à faire de l'escalade par rapport, pas nécessairement juste aux doigts, etc., mais par rapport à leur entraînement en général, tu sais, ce serait quoi les signes? À chaque fois garder. qu'un patient vient me voir et qui est blessé, quand on fouille un peu dans l'historique, il y avait des signes avant-coureurs qui ont été ignorés. Fait qu'on va parler des signes, des choses aussi simples que des douleurs qui sont non musculaires. Être raqué du biceps, c'est correct, ça dure 24 heures, des fois 48 heures. Être raqué d'un muscle, donc vraiment sur le ventre musculaire, ça peut être quelque chose de valide. Ouais. Être raqué d'une articulation, ça fait pas de sens. Exact. Simplement, l'articulation d'un n'est pas active, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de vascularisation. L'articulation subit le stress qu'on lui donne. Si tu as mal à tes chevilles après avoir couru, il y a quelque chose qui cloche. Si tu es fatigué des mollets, donc tout ce qui est musculaire, en général, d'un récupère bien, c'est quelque chose qui est bien vascularisé, c'est Ouais. quelque chose qui est fait pour prendre une certaine quantité de blessures et de stress. Et même un muscle, c'est stimulé positivement par ces micro-stress-là. OK. Les os sont aussi quand même stimulés positivement par des micro-stress quand c'est OK. bien quantifié. On peut avoir des os, on peut devenir plus fort des os, Ben oui. dans le fond. OK. Oui, tout à fait. Donc, les impacts, c'est vu comme quelque chose qui aide la mise en charge, donc littéralement de charger ouais. charger l'os, de mettre du poids. Ça aide les personnes qui commencent à perdre de la densité osseuse, de leur faire des squats, si c'est indiqué. Ouais. Ça peut être une bonne façon de gagner de la masse osseuse, littéralement. Ouais, crime, Donc, c'est ça, cool, c'est des bonnes blessures. Ouais. Signe avant-coureur, ça va être une douleur, donc on dit articulaire. Au point Ouais. de vue des doigts, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas de muscle dans cette partie-là des doigts. Fait que, tu sais, tout ce qui est la partie en haut de la main, là, je vais le décrire Ouais, ici à ouais. Puis l'audio, là. pour les personnes qui nous écoutent, en tout cas, je pense que ça vaut la peine de l'écouter, de le regarder sur YouTube. Mais bref, ouais, si tu peux le parler en audio, ça serait Je vais super essayer d'être cool. le plus auditif possible. Donc, tu sais, chacun de nos phalanges, finalement, les 3 os des doigts, il n'y a pas de muscles qui sont là. Fait que si on a une douleur à cet endroit-là, de là, ça peut être une douleur au poulie. Tu viens de tirer super fort sur un crim, si tu touches tout de suite à ta poulie, ça se peut qu'elle soit un petit peu sensible. Ouais. Si ça disparaît après 15 minutes, c'est correct. D'où un des deuxièmes signes, tu as la douleur non musculaire. Ça, c'est un premier signe. Deuxièmement, la raideur et la perte de mobilité. OK. Je suis plus capable de lever mon bras après ce problème-là. Je suis plus capable de lever mon bras dans les airs. Ou mon bras, ça devient extrêmement difficile, Ça fait extrêmement mal, lourd. mettons, ça fait là. mal. OK. Mais si ça fait mal, les gens ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais Ouais. juste une perte de mobilité, si tu continues à travailler dans cette perte de mobilité-là, tu te diriges vers une blessure. OK. Meilleur exemple que je peux donner, c'est il y a des gens que quand ils finissent de grimper, une voie,
sont plus capables de fermer complètement leurs mains. Ouais. Et ils n'attendent pas de pouvoir refermer à nouveau leurs mains pour faire la prochaine voie. OK. Fait que déjà là, ils ont une perte de mobilité. Et donc, la prochaine fois qu'ils vont vouloir faire la voie normale qu'ils faisaient avec une mobilité complète, ils partent déjà avec une prise. Ils vont déjà avoir besoin de serrer plus fort. Ils vont avoir besoin de compenser de façon différente de bouger. Des fois, ils vont skipper des prises. Des fois, ils vont les dyno vers la prochaine. Fait que déjà là, on commence à grimper avec une couple de prises, puis on accumule ces espèces de malus. Si on prend un terme de jeu de rôle. Des micro-traumas, j'ai mettons. moins 3 à la constitution, moins 3 à la dextérité, puis j'essaie de continuer. Puis c'est là qu'à un moment donné, les gens vont se blesser. Donc, quelqu'un qui a un peu mal, arrête, prend 5 minutes, récupère sa mobilité, retourne grimper. C'est rare que je vais le voir en physiothérapie. OK. Quelqu'un qui entend un bruit bizarre dans son doigt, décide de mettre le tape plus serré puis de recommencer à grimper, je vais le voir. Puis quelqu'un qui se dit, écoute, un moment donné, ça fera plus mal, il a raison. D'un fois, exemple, une poulie, peut ne plus faire mal. J'ai mal à la poulie, je grimpe fort, je grimpe non-stop. T'es comme échauffé, entre guillemets. Oui, mais des Ouais. fois, la poulie, elle est complètement rompue. La poulie, elle fait plus mal quand elle est complètement rompue. C'est-à-dire une blessure, exemple, à l'heure 2 complète, Ouais. les gens vont se rendre compte que le doigt enfle un peu à la fin, mais ils n'ont plus le signal de l'heure. C'est simplement que la corde, tu sais, la structure, est plus continue. Elle existe juste plus. Ouais, Elle est donc coupée, c'est possible de diminuer la douleur à force de se désensibiliser. OK. Et c'est là qu'il faut être en connexion avec son corps. Quand je parle Ok. de cas comme ça, en général, il y a aussi on pourrait voir dans le portrait du client, il y a un portrait de déconnexion par rapport à son corps. On va ignorer. Ouais. Et si j'ignore la douleur, elle ne revient pas. OK. La douleur, c'est une information. Mhm. C'est correct d'avoir mal, c'est correct de se couper, c'est correct de s'effleurer sur une Ouais. roche, il n'y a pas de problème. C'est quand cette information-là, elle est ignorée pendant longtemps qu'on a des problèmes. Si ton téléphone te dit low batterie, puis tu continues à essayer de gamer, à un moment donné, ça se peut que tu perdes ta game parce qu'en plein milieu de ton high score, Ouais. la batterie flanche, puis c'est perdu. Mais tu avais eu des signes avant-coureurs, tu les as juste pas écoutés. Wow. Je vais parler peut-être de la blessure qui est la plus facile à aller cerner, les tendinopathies. Ouais. C'est un concept qui est très établi. Une tendinopathie, c'est très simple. Je suis en train de faire un mouvement, on va parler exemple d'un coude. Je vais grimper. Quand je commence mes premiers moves à la grimpe, j'ai mal à l'intérieur de mon coude. Ouais. Quand ça fait 20-30 minutes, je suis échauffé, j'ai plus mal. Puis quand je commence à être fatigué, ma douleur revient. Exactement comme moi, ce que j'ai présentement. Bon, on s'en parlera On après en parlera le après. podcast. Mais ça, c'est le Mais ouais. signe clinique numéro 1 d'une tendinopathie. Ouais. Pas réchauffer assez rapidement, la structure se micro-endommage. Éventuellement, le signal de douleur disparaît parce qu'on a persisté. Ouais. Aussi, il y a une partie de réchauffement qui rend la structure un peu plus capable de continuer à travailler, mais d'accumuler ces séances-là, éventuellement, les gens commencent à avoir une douleur juste à tenir leur canette de Connect. Puis c'est là qu'il y a un problème qui se déclare. Fait à ces gens-là, s'ils peuvent déjà là prendre conscience que, écoute, mes 20 premières minutes sont rough, comment est-ce que je suis capable de me rendre à ma grimpe qui fait pas mal sans passer par la douleur? À ce moment-là, ils n'ont pas l'information de douleur, ça va bien. Ça veut dire qu'ils ne créent pas assez de dommages pour faire persister la blessure. Et de manière générale, on pourrait, juste avec cette phrase-là, s'occuper de n'importe quelle tendinopathie. Je me réchauffe assez, je réussis à grimper en dessous de la limite qui fait que j'ai mal. Ouais. Et je suis capable de ne pas sentir de raideur, de perte de mobilité ou de douleur dans le 24-48 heures qui suit. Rinse, repeat, 3-4 séances de grimpe pendant peut-être 3-4 mois Ouais. par semaine, plus de douleur. Quand on rentre dans la douleur au quotidien, j'ai mal à me brosser les dents, Ouais. là, écoute, il faut aller consulter. Exact. souvent, puis il y a d'autres choses sur lesquelles il faut s'adresser, mais c'est souvent pas la blessure initiale auquel on s'adresse. On s'adresse à toutes les autres compensations qu'on a développées pour essayer de persister alors que notre corps nous disait de ralentir. Wow. J'aime ça. Comme c'est très, très hot. Puis est-ce que tu dirais que dépendamment des niveaux des grimpeurs, il peut y avoir des différences en fonction Des blessures qu'on voit? Exact. Oui, on parle tu sais, de c'est quoi les premiers signes ou c'est quoi les premiers Ouais. on va dire les causes de blessures. C'est ça que Ouais. tu as remarqué dans la question. Chez les débutants, on commence à grimper. Cause numéro 1 de blessure, la technique. Exact. On peut regarder nos amis grimper. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une bonne technique nécessairement, Ouais. mais d'aller chercher cette espèce de conscience de son corps sur le mur. Il y a des façons, il y a des techniques. Écoute, l'escalade, c'est la variété. C'est la variété technique, puis c'est la variété d'un coffre à outils. Si tu développes un bon coffre à outils, puis tu sais comment utiliser le telle prise, le mur va te parler, va t'indiquer si le route setting est bien seté, puis on est chanceux au Québec, le route setting, il est bon. Il s'accroche. OK? Ouais. Fait que, en général, le route setter qui a fait, on va prendre le mot anglophone, qui a fait le problème, veut te envoyer un message. Tu devrais reconnaître ce type de mouvement-là, puis tu devrais être capable de bien le faire. Ouais. Fait que ça, c'est cause numéro 1 des blessures chez les débutants. OK. Souvent, on a des grimpeurs qui vont grimper trop longtemps, trop souvent au début.
Je me rappelle, il y a... Trop stock. Ouais, puis après, pour 25 première semaine infinie, Ouais. écoute, je vais grimper 7 jours en ligne. Fait que pour tout type de sport, de commencer trop vite, too much too soon, ça va créer des douleurs. Fait que là, on a quelqu'un qui grimpe, il grimpait pas, il était sur son sofa. 2 semaines plus tard, il fait de l'escalade 4 fois semaine. Et l'autre chose, puis c'est dommage parce qu'on a la chance d'avoir l'escalade qui est un système gradé. La personne grimpe V1, le lendemain, il pense qu'il va grimper V2, puis 2 jours plus tard, il va grimper V3. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a une demande de progression aussi rapide au corps, le corps va, encore là, demain nous dire « fais pas ça ». Mais si on l'écoute pas, il va essayer de répondre à la demande. Il va compenser, j'imagine. Il va compenser. Aussi. Ouais. Il va bouger différemment, il va trouver une façon de tricher. Et encore là, en physiothérapie, avec les débutants, c'est de ça qu'il faut s'occuper. OK. De briser un peu l'espèce de programme corrompu ou de techniques corrompues qu'ils ont dû développer parce qu'ils essayaient de grimper trop fort par rapport à leur capacité. Wow, OK. Chez l'intermédiaire, c'est le surentraînement. Ouais. Écoute, j'ai pas... écoute, je vais utiliser beaucoup d'anglicisme. C'est bien Je correct. m'excuse un peu, là, on est québécois. Fait Ouais. que j'ai pas récemment crushé mes stats parce que je demande toujours le niveau de grimpe, le nombre d'années de grimpe et combien de fois on grimpe semaine, mais chez mon intermédiaire, mon grimpeur, on va dire entre V4 et V7, c'est le surentraînement. Grimper trop longtemps, grimper trop fort. Il était capable de faire une V5, puis 30 minutes plus tard, il est tellement brûlé qu'il est en train de travailler des V8, mais il serait même pas capable de refaire la V5 qu'il a fait parce qu'il a dépassé souvent des séances de plus de 2 heures. Ouais. Des fois, les gens vont aussi manquer de feedback. Ça veut dire que, d'un, ils vont pas écouter leur corps, mais ils vont pas avoir quelqu'un pour faire comme « Hey, tantôt tu grimpais bien, puis là tu grimpes pas bien », ou je pense que tu es fatigué. Ou, tu sais, ce genre de choses-là que l'ego... C'est comme un peu du... Ouais, excuse-moi, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Ben, c'est comme un manque de conscience de son corps, si Ouais. on veut. Là. OK. Littéralement. Ça arrive beaucoup chez nos intermédiaires. Ouais. Surtout qu'ils ont couvert les bases, sont capables de faire V4, V5. Des fois, l'ego embarque et l'ego, souvent, va avoir cette négation-là. On va faire... C'est drôle parce que l'ego, c'est comme si on s'aime, mais en fait, on fait aussi une abnégation de nous-mêmes. Donc, on ignore d'autres signaux qui font partie de notre corps. Puis c'est là qu'on va se blesser. Ça serait pour mes blessures intermédiaires. Pour ce qui est mes athlètes professionnels, parce que, au lieu de dire un expert, parce que ça peut vouloir dire plein de choses, mon athlète professionnel, les causes principales de blessures, c'est vraiment une disruption de l'équilibre environnemental de l'athlète. C'est pour ça que nos athlètes, plus qu'on devient dans des grades élevés, plus que c'est l'environnement autour de l'athlète qu'il faut travailler. L'athlète est capable de faire des pull-ups, des push-ups. Voisin, il est capable de tirer 150 livres sur un half crimp. Ouais. Mais tout ce qui est, je pourrais dire ça, son sommeil, son rythme cardiaque, sa récupération, sa nutrition, sa performance mentale, les pensées qui traversent Le stress, son esprit, dans le son- stress, son- oui. en général, ouais. Le stress de performance, le stress intrinsèque de nous-mêmes, le stress de plaire à notre coach, c'est le fameux 10% qui est beaucoup moins tangible, qui est beaucoup plus qui était beaucoup plus difficile à mesurer. Maintenant, tout le monde a leur Whoop, on leur Fitbit, on leur Garmin, sans Toutes les montres. là, les que tu peux montres regarder toutes les intelligentes. affaires, Ouais, ouais. puis on peut regarder des choses très simples. On parlait avec Marc-Antoine de sommeil profond. Tu sais, si on prend du café Shout-out à Marc-Antoine. trop tard, des fois, ça va, ou prendre de l'alcool, ça va Ouais. diminuer notre sommeil profond. C'est dans le sommeil profond qu'on fait de l'acquisition de connaissances, mais surtout qu'on fait de la récupération musculaire. Donc, l'athlète s'entraîne comme d'habitude, mais, écoute, je sais pas, l'athlète a un break-up ou l'athlète est trop nerveux par rapport à sa compétition, ne dort pas pendant 3 jours. Tout le beau travail qu'on a fait en amont pendant 3 mois va être gâché par une disruption de son environnement. Et c'est là que les athlètes, il faut avoir cette espèce de travail un peu plus holistique. Je pense qu'un athlète, maintenant en 2024, avec les Olympiques, qui n'a pas un bon système de quantification de son stress, de quantification de sa récupération, de son repos, c'est presque impossible de performer au niveau comme on voit présentement. Tout le monde parle de Yania Garnbrett qui est dominante. Yania Garnbrett, même si elle est dominante, commence présentement à faire ce qu'on appelle du MOXIE. Donc, elle a des capteurs de saturométrie en temps réel pour savoir si sa perception qu'elle est pompée est bien affinée avec le niveau réel de sa saturation au point de vue de ses muscles. Donc, on est dans ces petits détails-là qui deviennent extrêmement Game importants. changer, Game changer. Et c'est là que c'est l'espèce de négligence de ces facteurs-là qui entraîne les blessures chez l'athlète. L'athlète qui faisait un entraînement qui n'a pas augmenté le poids de 1 livre à la semaine suivante, des fois en général il augmente toujours de 2 livres de plus, mais qui ne l'ont pas augmenté d'1 livre, mais qui se retrouve à s'entraîner dans un environnement personnel qui est différent
et c'est là que la blessure va arriver. C'est fou. Puis, mettons, pour le grimpeur moyen, tu sais, on a parlé du fameux 10%. Oui. Est-ce que tu aurais des grandes lignes en termes de conseils de par où commencer par rapport à ça? Parce que là, c'est sûr qu'on va pas dire à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller s'acheter une WOO puis de commencer à regarder leur rythme cardiaque puis tout ça, mais c'est sûr que, tu sais, mettons, sommeil, nutrition, stress, etc., tu sais, ce serait quoi le baseline que tu dirais à quelqu'un? Je sais que ça n'a même pas rapport avec les questions qu'on Non, avait c'est préparées, super mais je trouve bon. ça vraiment intéressant qu'on en parle. Ouais, J'ai un collègue à moi qui me parlait de low-hanging fruit. ouais, le low Quoi, ouais. la chose que je peux avoir le plus d'importance ou le plus d'impact Ouais. sans faire des démarches un petit peu trop poussées. Ouais. Je pense que le temps de sommeil, ça serait numéro 1. OK. Moi, je le vis, ça fait 16 ans que je fais de la grimpe et la grosse différence entre toutes les autres années et cette année, c'est que j'ai un bébé d'1 an. Mon sommeil est diminué. Puis si ça peut parler à quelqu'un, dans les 10 dernières années, j'ai eu une blessure. OK. Dans la dernière année, j'ai eu 7 blessures. Traumatiques, d'usure, de surentraînement, et j'ai rien changé. J'en fais même moins qu'avant. C'est juste que je ne dors pas. Donc, quelqu'un qui dort moins de 7h30 de sommeil, on va l'intellectualiser. On va dire, mettons, dormi 8 heures. Ouais. Notre sommeil est divisé en cycles. Un cycle dure de 1 heure à 1h40 minutes selon les personnes. Ouais. Il y a des façons de découvrir quelle est la longueur de notre cycle, mais 7h30 de sommeil, c'est 5 cycles à peu près. OK. Si j'ai mes 5 cycles de sommeil dans lesquels je vais varier entre sommeil profond, sommeil éveillé, sommeil léger, sommeil de ce qu'on appelle le REM, Ouais. Rapid Eye Movement, si je néglige ça, déjà là, ce que je vais faire dans ma semaine, je ne vais pas pouvoir le potentialiser. Fait qu'on va dire sommeil first, dormez 8 heures. C'est ça, exact. C'est la base de la pyramide, si on veut. Là. Le lowest Low- hanging fruit. OK. Puis si on néglige cette partie-là, faut prendre là, il va falloir commencer à se concentrer, puis avoir une discipline, puis avoir un coach, puis un paquet d'affaires. Ouais. Mais c'est comme, c'est un peu C'est con, pratiquement parce qu'on manque la impossible. base. Ouais. Exact, c'est ça ça, va ouais. nous demander beaucoup, beaucoup d'efforts pour compenser ce petit détail-là. Fait que sommeil, numéro 1, OK. chose à 8 travailler. heures par nuit. Deuxième ouais. chose, la technique. L'escalade, si on grimpe, il y a Louis Parkinson qui a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, quand tu grimpes une V5, puis tu te rends en haut, tu drops en bas, puis tu vas chercher la prochaine V5. Si tu apprends une tune à guitare, mettons que tu apprends Oasis Wonderwall à guitare, première fois que tu vas partir du début de la chanson, puis tu vas arriver à la fin de la chanson, tu vas prendre ta guitare, tu vas prendre une autre partition, puis tu vas essayer de jouer Smells Like Teen Spirit. Non. Tu vas essayer de bien la jouer, right? Fait que tu vas la répéter plusieurs fois. Puis il y a beaucoup d'apprentissage dans la répétition. Et souvent, on voit les gens, surtout dans un gym où, écoute, tu as 40 blocs disponibles. Tu veux aller jouer sur le prochain Ouais. bloc, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est la plus grande erreur, je pense, qu'on peut faire, surtout quand on vit dans l'abondance Ouais. d'escalade, puis on a de plus en plus de cycles extérieurs au Québec, d'apprendre de chacun de la grimpe. Est-ce que je l'ai bien grimpé? C'est pas juste que je me suis rendu jusqu'au bout. Des fois, les gens veulent des on-site, puis ils finissent le on-site, puis ils s'en vont. Écoute, qui grimpe bien on-site? Il y a certains athlètes qui réussissent à le faire. On en Ouais. parlera tantôt dans l'entraînement des athlètes. Mais c'est rare qu'on l'a bien réussi. Des fois, on a un C'est clair. piano match sur une prise qu'on aurait dû prendre facilement. C'est vrai. On a compensé. Donc, C'est pour pense- l'ego aussi. Encore là. De vouloir recommencer ta V5 alors que tu l'as réussi, tu as peur d'aller la refaire pour. Imagine que ça, je tombe. imagine que tu la sèmes Imagine pas. je retombe. Tu viens de défaire Là, ton C'est sang. comme, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Ouais. les gens ont Ouais. peur de ça. Fait que, oui, d'aller la refaire, puis il y a des choses à apprendre de chacune des voies qu'on fait. Puis je pense que ça va revenir peut-être rejoindre ce que Annie et Félicien ont parlé dans ton dernier podcast, c'est grimper. Grimper, c'est vraiment important. Grimper avec toute notre énergie, donc pas nécessairement grimper pendant 3 heures, mais grimper, c'est 1 heure et demie quand on est fresh. Puis pour prendre après ça, ce que Udo Newman et Dale Goddard disaient dans Performance Reclimbing, un livre de 1993, Climb with Purpose, de grimper avec une intention. On grimpe parfois pour oublier nos problèmes de la semaine, des fois on grimpe juste pour grimper, c'est correct, mais si on veut progresser, grimper avec une intention. Est-ce que j'ai fait un bon move? Est-ce que je serais capable de refaire ce move-là avec une inclinaison plus grande? Est-ce que j'ai senti de la douleur? Toute cette espèce de être vraiment dans l'instant présent puis d'avoir la sensation de notre corps quand on bouge. Écoute, c'est un low-hanging fruit. Tu sais, sois présent. Pense pas à ce que tu vas manger au souper ce soir quand tu fais ta V5. Pense à ton positionnement. Écoute, est-ce que j'ai du poids sur mes pieds présentement? Pourquoi je force autant de mes mains? Ça, c'est un autre low-hanging fruit. Je C'est pense cool. qu'il pourrait être... J'adore ça. On parle de très low-hanging fruit. Ouais, Ça répond à ta question? après ça, nutrition, puis est-ce que ça serait dans les méga priorités? Nutrition, aussi? on va le rendre encore. Je suis pas nutritionniste, donc OK. je vais laisser la parole au nutritionniste. Parfait. Mais on va dire, faut manger, Ouais. OK? Faut pas se priver.
faut manger des protéines. Ouais. Il faut avoir les blocs pour rebâtir nos muscles. Il faut manger des fruits, des légumes verts. Il faut avoir nos fibres. Ils disent 800 grammes de fruits puis de légumes. Je sais pas la dernière fois que tu l'as compté, mais on est rarement à ça. C'est tellement effectivement simple à atteindre. Et on va parler de sucre parce que des fois, les gens, on est ennemi du sucre. Si ça fait 1h30 que tu fais un sport, ton sucre est diminué. Donc, d'avoir une banane, un shake, quelque chose qui te permet de continuer plus longtemps. On parle souvent quand on est dehors ou quand les gens font des très longues séances. Il y a un moment où on va être en hypoglycémie si on n'a pas de problème justement d'hyperglycémie. On ne parle pas des diabétiques, mais on va avoir besoin d'une petite dose de sucre pour aller rebooster. Et finalement, l'hydratation. Ouais. C'est tellement basique à dire. C'est vrai. Buvez de l'eau. C'est pas le 20 grammes d'eau que vous allez boire qui va compenser le fait que vous allez devoir vous acheter des cams ultra légères pour pouvoir grimper le prochain pitch. Exact. Ça fait pas assez de différence pour être négligé. Cool. Crime, j'aime vraiment ça. C'est très, très hot. Et puis, mettons par rapport... Là, on a parlé des signes avant-coureurs pour, mettons, débutants, intermédiaires, puis professionnels, a.k.a., mettons, experts ou les gens qui grimpent fort. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre les signes avant-coureurs, que ce soit en bloc versus en voie, ou c'est très similaire? C'est sûr que c'est pas le même sport. Moi, tu as le bloc, tu as la voie, tu as le tran, tu as la grimpe d'escalade de glace, puis tu as la grimpe de vitesse. Ce sont tous des sports différents. On va jusqu'à dire que, mettons, bloc puis voie, ce serait... Oui, il y a une différence. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Je veux dire, au point de vue des types de blessures qu'on voit, c'est différent. Qu'est-ce qui ne pardonne pas en bloc? Le manque de force. Donc, le bloc est plus accessible. Ça a permis d'introduire plein de monde à l'escalade, puis je trouve que c'est super bon. Le bloc demande plus de force. Tu sais, souvent, on veut voir des équivalents de cotes entre un V3 puis un 5-10 plus ou quoi que ce soit. C'est difficile. Il y a plein de façons de le faire. Est-ce que c'est le crux, la voie? Est-ce que c'est l'endurance? Est-ce que, tu sais... Linker les parties. C'est très subjectif. Par contre, le bloc... Pour réussir à faire un bloc, et encore là, un V3 de 40 moves, c'est très rare, mais dans le ground fall, des fois, on en a, c'est un route setting où on fait des très longues voies, une fois par année. Donc, où on fait, à ce moment-là, oui, tu sais, la force peut-être un moins, l'endurance. La cotation va être pour le volume total de ce que ça nous a demandé, mais on va prendre un bloc. Si j'ai un bloc V5 qui est à 8 pieds du sol, j'ai 5 moves. Chacun des moves vont être extrêmement difficiles. Si j'ai un bloc de 12 qui est à 16 pieds, chacun des moves va être un petit peu moins difficile. Ça va être plus soutenu. Puis là, on peut prendre ça puis on peut l'extrapoler vers une voie. Donc, en bloc, plus de blessures parce qu'on demande plus de force. Plus rapidement, les gens vont être fatigués. L'effort est beaucoup moins progressif. Les gens vont pas nécessairement sentir de l'épuisement parce que je suis fatigué, j'ai chaud, je suis plus capable de serrer les prises. En voie, c'est facile de monitorer ou de sentir quand est-ce que ça commence à pas bien aller. En bloc, souvent, on va moins bien le sentir. Avant de sentir qu'on est plus fort, on va avoir grimpé mal pendant plusieurs longues minutes et plusieurs Ça va être une blessure qui va être plus aiguë peut-être qu'en voie? Oui, les blessures traumatiques sont plus vues maintenant. Donc, tu sais, une entorse de cheville, on voit ça en bloc extérieur-intérieur. On voit rarement ça, quoi qu'on en voit, des fois dans des chutes au sol ou dans ce qu'on appelle un bon whipper, là, en passant par un bon whipper, Mais les blessures, tout ce qui est traumatique a la capacité d'arriver plus souvent en bloc. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est des blessures en voie, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant puis qu'on parle moins souvent, c'est la peur. La peur a un côté positif puis un côté négatif en voie. Premièrement, quand on commence à être fatigué, le côté positif de la peur. Quand on commence à être fatigué, on ne va pas faire des mouvements exotiques, d'aller coincer nos deux mains dans un Iron Cross. On va avoir un peu plus d'hésitation. Donc, faire le même move qu'on ferait en bloc à 2 pieds du sol, puis le faire avec une voie qu'on est à 140 mètres dans les airs, les gens vont faire plus attention. Il va y avoir un peu plus d'hésitation. Ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Mais les gens ne vont pas se pitcher. Bon pour la performance, mais moins bon, mais moins de chances de blessure. Exactement. C'est ça, exactement. Très bien dit. Les gens vont pas... quand on est en bloc, des fois, on va faire des moves qu'on ne ferait jamais en extérieur. Je vois aussi avec le Comstyle, puis ça, c'est un autre sport, on pourrait dire. Jamais qu'on va partir en courant sur 3 matelas, aller faire 2 pas sur les 2 premiers morceaux de roche qui sont à terre, puis aller sauter à main jointe sur le lip. En voie, là, ça fait impossible. En voie, mais même en bloc dehors, on ne ferait pas ça. On va faire ça en dedans. Puis il y a la peur qui nuit. Bien sûr, en voie, des fois, on va voir que les gens vont se blesser parce que sont en un effort maximal, ils ont peur, ils vont serrer vraiment plus fort, ils vont s'épuiser. Puis parfois, une peur irrationnelle peut être à la source de blessure. Quand on a peur, on va moins bien tomber.
quand on a peur, on va moins bien réagir aux événements. Tu as des gens qui vont avoir une roche tomber puis qui vont se coller sur la paroi. Tu as des gens qui vont avoir une roche tomber puis qui vont figer. Donc, il y a une peur qui aide et une peur qui nuit. Puis la peur, elle est beaucoup plus présente, selon moi, en voix, à moins qu'on fasse du bloc eyeball, comme on exact, dit. c'est ça. Ouais. Crime, j'adore ça. Prochaine petite question que j'avais préparée. C'est quoi les blessures, en fait, les plus fréquentes que tu vois chez les grimpeurs? Parce que, tu sais, clairement que... En fait, c'est drôle parce que j'avais fait un podcast justement avec Simon, là, le physiothérapeute du délire à Québec. Simon Rivet. Ben oui. Puis on disait, en tout cas, je me souviens plus si c'est dans ce podcast-là, mais on disait que la majorité des gens ils pensent que c'est vraiment les avant-bras, les doigts qui est la blessure la plus fréquente. Mais il y en a quand même d'autres blessures qui sont quand même fréquentes aussi, qu'on pense un petit peu moins. Tu sais, je te posais la question, toi, de ton côté, ce serait quoi les blessures les plus fréquentes? Puis peut-être même en fonction des niveaux, on pourrait dire. Ah, bien ça peut être intéressant en fonction des niveaux. Je te dirais que si on se fie aux statistiques, en effet, c'est le membre supérieur, donc le haut du corps, 89,5 des... ça, c'est les stats de Shuffle en 2021. OK, fait que c'est 90 63 des mains, 17 des épaules, 9 des coudes. Ça, c'est, on va dire, les chiffres en général. Ouais. Il y a eu une seule tendance différente dans les 20 dernières années. Il y a une blessure qui était très, 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 très faible, qui a augmenté en chute, pas en chute libre, mais qui a augmenté de façon vraiment exponentielle. C'est les blessures aux plaques de croissance chez les jeunes. On parle des jeunes dans leur poussée de croissance, chez une fille entre 11 et 14 ans, chez un homme entre 13 et 17, 18 ans. Donc, c'est une blessure qui arrive au doigt, qui arrive sur le dessus des jointures. C'est une plaque de croissance, c'est finalement notre os pour croître, va séparer une partie de l'os et ensuite va re-remplir l'espace entre ces deux parties. Mais au moment que cette partie de l'os est séparée, c'est un disque très mince et très vulnérable aux fractures. Et ce qu'on voit vraiment beaucoup, surtout avec l'apparition des sports-études, les gens vont grimper beaucoup plus, surtout avec l'apparition... jeune aussi, là, maintenant. Oui, ils commencent très jeunes et ils commencent à faire du speed climbing très jeune. Là, il y a des articles qui commencent à montrer qu'avant 14 ans, faire du speed climbing, c'est une niaiserie. Donc, tu sais, au point de vue du risque de blessure, bien sûr, c'est des enfants, ils vont aimer ça. Et c'est une blessure, finalement, souvent qui est sous-reportée. Avoir une douleur au doigt quand on a 13, 14, 15 ans, 90 du temps, littéralement, là, on a un arbre de décisionnel, 90 du jeune qui vient de voir avec une douleur au doigt, peu importe où il y a sa douleur au doigt, présente une fracture d'une plaque de croissance. Wow. Alors, on demande une radiographie. Les parents sont là, pourquoi je m'en vais voir le docteur? Le docteur part une radiographie, c'est la radiographie oblique, et on voit une fracture de la plaque de croissance, souvent du majeur ou de l'annulaire, chez le jeune. Une fracture de la plaque de croissance, ça demande 2 à 3 mois de retrait total de l'escalade. Parfois, quand c'est grave, il faut immobiliser le doigt, lui mettre un petit plâtre pour doigt, et ça prend un retour progressif. J'ai certains patients, jeunes patients, on s'entend, qui vont avoir une fracture de la plaque de croissance d'un doigt, vont décider de continuer à grimper juste sur l'autre main. Vont se faire une fracture de la plaque de croissance de l'autre main, vont décider, vont finalement venir me voir, vont finalement consulter, vont revenir, ils vont lire, là, c'est marqué 3 mois, ils ont leur première rencontre, on les voit, on dit « OK, on va se voir dans 3 mois pour voir si ça a bien évolué, parce que des fois, ça évolue pas bien. » On les revoit jamais pour la deuxième rencontre, ils vont grimper, on les revoit 6 mois plus tard avec une autre fracture de la plaque de croissance. C'est malheureux parce que après ça, j'ai des athlètes professionnels, 24, 25, 30 ans, que je vois, qui ont malheureusement une déformation sur le dessus de leur phalange parce que ça l'a mal guéri. Une plaque de croissance, une plaque de croissance, ça sert à croître. Donc, il va y avoir une disruption de la croissance de cet os-là dont on a cassé la plaque de croissance. Et là, ils ont beaucoup d'irritation sur le bout des doigts. Et malheureusement, c'est souvent des athlètes professionnels, dès qu'ils vont commencer à mettre la gomme sur l'entraînement des doigts, la douleur va revenir. À cause qu'il y a un os de plus qui irrite les tendons, qui limite la mobilité. Et malheureusement, encore là, cette espèce de négligence qui a été faite durant leurs jeunes années vont créer un plafond de verre extrêmement difficile à briser pour tout le restant de leur carrière. C'est irréversible, dans le fond. Là. Si c'est mal géré, c'est irréversible. Si on grimpe 2 fois semaine, V5 pour le fun, c'est correct. Mais quand on parle de jeunes qui veulent pousser l'enveloppe, qui veulent amener ça plus loin, malheureusement, ça peut devenir un plafond de verre et ça peut littéralement détruire leur chance de pouvoir performer à nouveau plus tard dans leur vie. De façon relative. Ça veut dire que peut-être qu'ils vont grimper V14, peut-être qu'ils auraient pu grimper V16. C'est ça. C'est quand on s'en va dans les extrêmes que le faible pourcentage devient vraiment important. C'est fou. Fait que ça, c'est pour les jeunes. Ensuite de ça, les genoux.
Ben, c'est ça que j'allais dire, Ouais. le genou. Ouais. Voilà. Même moi, je me suis fait mal au genou l'an passé en voyage. Là, je suis correct, mais je pense qu'avec le haut niveau de bloc qui a été vraiment dans les dernières, mettons, Tout à 10 ans, ça l'a explosé. Le Ben, heel hook. Ouais. Écoute, blessure en heel hook, maintenant dans mes stats, ça fait partie d'une blessure que je vois relativement souvent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes, je veux dire, qui ne sont pas, qui n'ont pas les yeux fixés sur l'escalade, qui ne vont pas comprendre ce qui s'est passé parce que c'est de nouvelles structures qu'on blesse pas d'habitude. Ben oui, exact. Quand est-ce qu'on a déjà il y a un phénomène qui s'appelle le IT band strain. C'est la bandelette, tu sais, la fameuse bandelette que les coureurs veulent relâcher. Ouais. C'est possible de s'appuyer dedans en faisant un bon heel hook de côté, OK. puis de sentir un bon pop. Cette bandelette-là va Exact, venir on entend frotter sur un- des ouais. os. On entend des fois 1 ou 2 pops parce qu'il y a Ouais. 2 os sur lesquels elles peuvent frotter. Et c'est quelque chose qui est complètement inconnu de la plupart des thérapeutes parce qu'on ne va jamais voir cette structure-là comme une structure qui peut être blessée. Ouais. On voit ça comme une structure trop tendue qui crée des problèmes. Et c'est ça qui est intéressant, la position en heel hook avec les nouveaux blocs de style comp. T'es t'ouvres ta. En tout cas, ouais. En fait, on va en parler. Si tu ouvres ta hanche, tu vas être correct. OK. On n'a pas tous la mobilité de hanche d'Adam Ondra et de Kim Jae-in. Non, Et effectivement. souvent, ce qu'on n'est pas capable de faire en ouverture de hanche, on va essayer de le faire en faisant une rotation du tibia vers l'extérieur. Ouais. Et là, c'est cette Tu position-là. essaies de tirer avec, essaie- avec ta jambe. On là, essaie si de veut, tirer avec ouais. notre jambe. Tu sais, on voit justement Adam Ondra, des fois, il fait un crochet de talon, puis le pied pointe vers l'arrière. Ouais. C'est pas parce que son tibia peut faire un 180. C'est parce que Adam Ondra, quand il est face à un mur, il est capable d'avoir les deux genoux de côté à 90. Si on n'est pas capable de le faire ça, ce qu'on croit voir, en fait, c'est une rotation externe du tibia. Mais une rotation externe du tibia, ça met en tension les deux croisés, ça met en tension les deux ménisques, tous nos collatéraux. Ça met en tension pratiquement toutes les structures passives et vulnérables de notre genou. Donc, juste de faire une éducation puis d'être capable d'aller chercher une meilleure ouverture de hanche, mais aussi d'être capable d'avoir une certaine symétrie entre ce que notre pied et notre genou fait. OK. Si notre genou pointe vers l'avant puis que notre pied pointe à 45 degrés vers l'extérieur, on a un problème. Il faut donc diriger le genou vers l'extérieur pour ouvrir et non pas diriger le pied vers l'extérieur. Puis on revient à la technique qui a besoin d'être révisée, puis on revient au besoin que si les gens grimpent plus fort que ce qu'ils sont capables de faire, ils vont vouloir aller rechercher leur structure passive Ouais. qui coûte zéro énergie, mais qui se casse comme ça Exact. pour compenser leur manque de mobilité ou leur manque de force aux ischios. OK. Crime, c'est fou ça. Puis y a-tu des manières de. Bon, en fait, non, comme tu viens de dire, dans le fond. Entraîner c'est la ses technique. ischios. C'est ça, c'est ça, entraîner Augmenter ses ischios. sa mobilité de hanche, OK. entraîner ses ischios. C'est fou de dire que des fois, on est sur un crochet de talon puis on est capable de tenir tout notre poids. Puis après ça, je fais tirer un élastique avec un ischio. Un de mes patients, il n'est pas capable de tirer 10 kilos. Exact. Tu sais, Ouais. c'est cette espèce de rupture entre la capacité réelle qu'on a puis ce qu'on demande à notre corps de faire une fois qu'on est sur le mur. OK. Wow. J'adore ça. Fait que comment on peut prévenir les situations, justement, comme ça, par rapport aux doigts puis aux genoux? Puis Super. Donc, si on a des blessures au poulie, parce que les blessures Ouais. au poulie, c'est la blessure la plus La fréquente, classique ça présente des classiques. écoute, au moins 50% des blessures aux doigts vont être Ouais. des poulies. De un, faire de la variété. Tu l'as entendu avec le podcast de Félicien et Annie Chenard, l'escalade, c'est de la variété. Il y a une variété de prises, il faut qu'il y ait une variété de façons de tenir les prises. On le dit encore assez souvent, mais c'est encore très fréquent. Il y a des gens qui crimpent tout. Ils vont crimper le sloper, ils vont crimper le coin de mur, ils vont tout crimper parce que ça demande peu d'énergie. Donc, comment prévenir les blessures aux poulies? Devenir plus fort. OK. Pas fort de je suis capable de tenir telle réglette, tel nombre de temps, de telle profondeur, mais vraiment la force réelle au point de vue de mes doigts. À OK. quel point je suis fort en open end, exemple. Ce qui est beaucoup plus corrélé avec la force dans nos avant-bras. Ouais. Souvent, on dit la force à serrer une balle n'est pas corrélée avec l'escalade, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de tester efficacement la force sur le mur de quelqu'un avec la force de doigt, mais ça reste une bonne façon de savoir si le muscle est capable de générer de la force. Effectivement. Ou s'il faut crocher les doigts pour compenser ce manque de force. Ouais. Fait que ça, c'est pour les blessures aux poulies. Pour ce qui est des blessures aux lombricaux, Ouais. donc les blessures, les lombricaux, Les c'est les pockets. muscles dans la main, les pockets. Ouais, les fameux pockets. Ce que je vois de plus dominant, il y a deux choses. Faiblesse des extenseurs des doigts, Ouais. puis faiblesse des poignets. Ouais. Ça veut dire que la personne est en train de tenir une voie et dans quelque chose de très déversant, puis avant que la main rouvre, le poignet va venir plier comme ça ici. Puis le poignet, en perdant sa force, surtout en extension, va venir faire aussi fort que tu serais ta main. 100% de ce que tu génères en fléchisseur est perdu à cause du changement de levier venant de ton poignet, donc la faiblesse des poignets. OK. C'est souvent au cœur, quand on regarde le patient avec un peu de recul, de sa blessure au lombricaux. OK. Tu peux devenir fort des lombricaux, mais ça reste un muscle qui fait 2 pouces de long. Si ton poignet lâche alors que tu as tout ton poids sur tes doigts vont ouvrir. Si tes doigts rouvrent, on va l'avoir, cette blessure. Ouais, quand c'est même. ça. Ensuite, le golfer elbow, les fameuses tendinopathies. Gestion de séance.
est-ce que je vais trop vite faire un bloc trop dur? Est-ce que je prends le temps de relâcher la tension musculaire après ma séance? Peu de gens vont faire. OK. Bon, on a souvent parlé des C'est comment? étirements. C'est Les étirements, là, ça ouais. fait 15 ans qu'on dit que ça fonctionne pas. Puis c'est vrai, ça fonctionne pas. Si on a 24 heures à passer dans une journée, puis que on fait rien, OK, faire un étirement peut être mieux que de rien faire du tout pour essayer de relâcher, mais l'étirement va beaucoup s'affecter au point de vue des tendons. Il va moins avoir d'influence sur le muscle. Il va aussi moins avoir d'influence sur vraiment le relâchement qu'on dit musculaire. Donc, les gens qui vont s'étirer les mains, qui vont s'étirer les poignets, vont peut-être s'irriter les poignets avant de réussir à vraiment relâcher leurs fléchisseurs des doigts qui sont situés à l'avant-bras. Masser vos fléchisseurs, ouais. faire le massage, là. Les fameux machines, les guns à massage, est-ce que c'est... Ça peut fonctionner si c'est OK. utilisé de bonne façon. C'est pas tous les muscles qui se prêtent à être bien traités au gun à massage. Je sais pas si tu as déjà essayé de masser tes dentelles sur tes côtes avec un gun à massage. Ça va te faire mal aux côtes avant. Ouais. Donc, les muscles qui sont plats avec un gun à massage, on va faire de l'impact sur l'os qui est en dessous ou les autres structures. Mais pour les gros muscles ronds, là, les gros Ouais. cylindres, c'est super un gun à massage. Pas parce que c'est plus efficace, mais vu que les gens ont dépensé 100, 150, 450 $ pour un gun à massage, ils vont l'utiliser plus souvent que la balle à 5 $ ou le rouleau à 10 $ chez Winners. Qui ferait la même chose. Qui ferait peut-être mieux s'ils l'utilisaient aussi souvent que le gun à massage. OK. Donc, le massage, on a des méta-analyses de 460 articles qui montrent que si on a du temps dans une journée puis qu'on veut la mettre au bon endroit après notre séance de grimpe, faire le massage, c'est number one. Numéro 2, froid chaud. Numéro 3, mindfulness, Ouais. respiration. Numéro 4, changement de l'environnement, nutrition, sommeil. OK. Numéro 49, étirement. Numéro 50, rien faire. Wow. Donc, c'est quand même Puis, bon de le voir. J'aimerais ça mettre une parenthèse aussi, froid-chaud. Oui. Parce que souvent, c'est méconnu. Tu sais, est-ce que la glace, directement après l'entraînement, c'est quelque chose qui peut être intéressant? Pas nécessairement, si c'est de la glace seulement. Donc, OK. ce qu'on sait de la présence de glace, c'est que ça ralentit le métabolisme. C'est ça. Le métabolisme peut nous aider à récupérer d'une blessure. Ouais. Donc, les gens qui vont mettre leurs mains, comme dans le film Whiplash, qui vont mettre leurs mains 5 minutes Mettons le coude dans dans la glace, après l'entraînement. et seulement dans la glace pendant 5 minutes, on vient éteindre les récepteurs de douleur, on vient diminuer la perception d'une douleur ou du dommage qui est là, mais c'est pas super efficace. L'alternance de froid-chaud, par contre, est encore prouvée comme étant efficace, Wow. simplement parce qu'on va amener un stimuli au OK. point de vue de la région. Le froid chaud va créer une vasoconstriction, ça veut dire que nos muscles se squeezent ensemble, puis une vasodilatation. Donc, l'alternance froid-chaud, c'est super drôle parce que Simon Rivet et moi, Ouais. on n'est pas d'accord là-dessus. OK. Simon est là, genre, ben écoute, si t'as rien à faire dans ta journée, peut-être la glace, mais sinon, fais n'importe quoi d'autre. Moi, les bains contrastes, quand j'étais à Pierre-le-Gardeur, on avait une salle complète avec 10 frigidaires à glace et nos gens post-opératoires qui avaient la main toute enflée parce qu'on venait de la charcuter, Ouais. on les forçait à faire des bains contrastes. Et leur diminution d'œdème était fantastique. OK. On les forçait à se rendre à l'hôpital 3 fois par jour. On leur faisait les bains contrastes. Puis on s'assurait, parce que des fois, ils ne le feraient pas chez eux. Et l'efficacité des bains contrastes, moi, j'y crois. Des bains froids. Ouais, ça. exemple, un bain contraste. Pour une main ou une cheville, c'est le best. Pour un OK. coude, ça peut se faire. Quelque chose qu'on est capable de rentrer puis d'immerger complètement dans l'eau. Donc, OK. mettons, j'immerge complètement ma main dans de l'eau bien glacée Ouais. pendant 30 secondes. OK, juste 30 secondes. Oui, juste OK. avant d'avoir ma perte, justement, de capillarité, ma perte de vascularisation. Mais à 30 secondes, avec de l'eau bien gelée, tu as envie d'enlever ta main. Ouais. Tu la mets dans de l'eau dans l'eau tiède chaude pour 30-45 secondes. Pas de l'eau, on n'est pas dans un Pas sauna, là, pas bouillant, bouillante. ouais. 30-45 secondes, juste pour pouvoir tolérer la prochaine injure de mettre sa main 30 secondes une autre fois. Tu fais ça 5-6 fois, c'est fantastique. Ah, Je veux dire, ouais, pour OK. des blessures où il y a une présence d'œdème, d'inflammation pour une main ou une cheville, c'est de la bombe. OK. Ça prend un setup, ça prend 2 casseroles, de la glace puis un peu de patience. Exact. Une bonne chanson, Ouais. mais ça fonctionne. Ça prend 10 minutes, tu sais, 5-6 fois, Exactement. 30 secondes, 30, tu sais, 30. You got it. Tu sais, c'est pas long, là. Ouais. Tout à fait. OK. Wow, j'adore ça. Ensuite de ça, j'ai perdu le fil de mes idées, mais mettons par rapport à tout ce qui est genoux, etc., tu sais, y a-tu... Les genoux, on parlait des ischios. La Ouais. faiblesse des ischios, c'est cliniquement présent. OK? Les gens sont pas forts dans leurs ischios. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui peut être... Ne serait-ce que de réchauffer ses ischios, de tirer sur une bande élastique avec ses ischios une dizaine de fois. Il y a des gens qui vont mettre leurs 2 pieds sur un ballon suisse, Ouais. puis vont venir curler le ballon suisse. Ouais, faire des genres de hip thrust, là? Ouais, ils préfèrent des glute bridge ou des Ouais. hip thrusts, mais une fois qu'on a le bassin dans les airs, de prendre notre talon, de pousser dans le ballon, puis de plier nos genoux, puis d'amener le ballon vers nous. En même temps, on va en profiter pour avoir une bonne ouverture des hanches, mais avoir les pieds parallèles, Ouais. au lieu d'avoir les hanches fixes puis d'avoir les pieds en ouverture comme un pingouin. Mm-hmm. Donc, pour pratiquer à ce moment-là la technique lors de mon réchauffement, écoute, c'est fantastique. Je pratique ma technique, je me réchauffe avec une charge légère, le corps va aimer ça. Ben oui.
La proprioception, ce qu'on avait parlé, la perception de où notre corps est dans l'espace, Ouais. de savoir que est-ce que je suis vraiment en train de forcer ou est-ce que je suis en train de juste m'appuyer dans un heel-toe-cam. Donc, de laisser mon pied fixé à quelque part sans aucune contraction musculaire. Si je tombe, écoute, j'ai pas de contraction musculaire qui va assez rapidement pour venir tenir mon articulation qui est tenue en suspension. Donc, d'avoir cette espèce de proprioception sur le mur, c'est super bon. Pratiquer les chutes, écoute, avant, je me rappelle, il y a Danny Parent qui a déjà donné des cliniques de chute. C'était fou de voir des gens de haut niveau qui sont incapables de prévoir une chute. T'sais, je veux dire, de prévoir une chute et de réagir si la chute n'est non prévue. Ouais. Donc, si on ne pratique pas à tomber, comment est-ce qu'on peut espérer tomber adéquatement? On ne le pratique pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider pour les chevilles, pour les genoux. C'est primordial, c'est super important. Ouais, cool. J'adore ça. À quoi, selon toi, devrait ressembler l'entraînement des grimpeurs en fonction de leur niveau? Bon. Là, on commence à rentrer dans une partie... Training. On va parler un petit peu de training. Ouais. On va parler encore un petit peu, je pense, des blessures après, mais c'est ça, selon toi, en fonction des niveaux, fait que ce soit débutant, intermédiaire, expert / pro, à quoi tu penses que ça devrait ressembler? OK. L'implication de l'entraînement dans leur pratique. J'ai fait le même genre de nomenclature que toi, donc Ouais. débutant, intermédiaire, pro-athlète, puis je vais mentionner junior et senior pour un cours. Ça, c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Donc, pour les débutants, à quoi ça devrait ressembler l'entraînement? De un, grimper. Grimper avec l'intention, comme on disait tantôt, climb with purpose. De voir ce qu'on peut apprendre, de grimper et de regrimper et de peaufiner notre technique pour rendre le bloc qu'on vient de grimper ou la voie qu'on vient de grimper sans effort. Connaître la chanson. Connaître la chanson, créer des automatismes, créer des patrons moteurs. Encore là, en 93, on parlait être capable de rendre à l'épreuve du stress de bons patrons moteurs. Je suis capable de bien bouger. Je l'ai fait tellement souvent. J'ai tellement fait un bon geste de position, un bon press, un bon pull-up, un bon scap row. Je l'ai tellement fait souvent, cette technique-là, un twist and lock, un drop knee, que c'est un automatisme. Même si je suis fatigué, même si je pense à mon souper ce soir, même si ma blonde vient de me laisser, je vais être capable de faire ce mouvement-là. Donc, pour le débutant, ça devrait travailler sur la technique, grimper avec des gens qui sont meilleurs que vous, des gens qui grimpent bien. Il y a des gens qui grimpent fort, puis il y a des gens qui grimpent bien, et c'est pas toujours la même chose. C'est vrai. Je pense que si tout le monde commençait avec un coach, on éviterait bien des visites chez le Shout out physiothérapeute. Pas nécessairement pour un coach qui va tout de suite nous donner face pull, pull-up, push-up. Quelqu'un qui va nous regarder grimper, puis va être capable de peaufiner la relation entre ce qu'on croit être en train de faire sur le mur puis ce qu'on fait vraiment sur le mur. Ça, je pense que c'est de la bombe. Ouais. Donc, pour les débutants, ça serait ça. OK. Pour un intermédiaire, il faut aller chercher la variété. Trop souvent, mon grimpeur de V9 en crimp n'est pas capable de faire un V7 sur un slab ou n'est pas capable de faire sloper, compression. On va, encore là, je pense qu'on va parler de l'ego tout le long du podcast. Ben, ça revient tout le temps. Pour la satisfaction de dire je suis un grimpeur de V9, peu importe quel type de V9, ils vont aller viser sur un type particulier, ils vont devenir super forts là-dedans et vont avoir ce qu'on appelle les angles morts énormes. Donc, j'ai des grimpeuses qui sont capables de faire 13A et qui ne sont pas capables de faire un pull-up. Donc, ils ont une technique Incroyable, merveilleuse, ça. une flexibilité. Ouais. C'est le fun de les voir bouger sur le mur, mais il manque un petit peu de cette force-là. Puis ce que cette force-là va faire, c'est que la journée, il va se passer quelque chose qui n'est pas prévu ou que l'épaule va être mis, exemple, parce que c'est souvent des blessures épaules, va être mis dans une position où elle est en désavantage ou une position qu'on ne pratique pas souvent parce que c'est une position qui serait inadéquate, surtout chez les gens qui ont une bonne technique. À ce moment-là, la force va nous donner un filet de sauvetage, va nous donner une deuxième chance, Une marge. une marge de manœuvre pour ne pas tomber tout de suite d'une grimpeuse très forte à une grimpeuse blessée. Tu sais. Je donne cet exemple-là. Ouais. Et ça, c'est pour mes intermédiaires. OK. La dernière chose, la force des doigts. OK, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas parlé d'entraînement. Oui. Ça, c'était grimper. OK, fait que force des doigts. Débutant, grimper, travailler la technique. Ouais. Écoute, il y en a assez à faire là-dedans dans vos 2 premières années. Les doigts. La force des doigts, OK. c'est le dénominateur le plus faible en général. Où les gens vont se penser fort, encore là, parce qu'ils visent une réglette, un chiffre, une durée. Mais quand on va regarder la position dans laquelle, puis c'est pour ça qu'il faut des coachs qui connaissent bien la position, est-ce que c'est une position où on force avec nos muscles ou est-ce qu'une position où on compense juste pour rencontrer l'exigence de la voix, du chiffre, de la durée, de la réglette? OK. Donc, d'avoir cette espèce de feedback-là est super important au point de vue de mon grimpeur. OK. L'entraînement des doigts, ça se fait pas juste à grimper, malheureusement. Il y a une habituation, il y a une variété de la prise, il y a une connaissance de la lecture de voix qui se développe seulement sur la voix, puis ça, c'est super. Mais de penser que juste de grimper V7, puis qu'il y a 3 crimps sur lesquels je cut loose, c'est comme ça que je vais devenir fort de mes doigts. Training, entre guillemets. Écoute, le rapport risque-bénéfice est vraiment poche. Ça veut dire que on va commencer à grimper de plus en plus fort par rapport à notre niveau de force des doigts.
Quand on fait des tests, justement, mettons avec une bonne technique de pourcentage de poids dégagé sur une réglette, exemple 12 à 14 mm. Ouais. Un genre de hangboard ou bien un lift du sol. Oui, par exemple. exactement. Ouais. On le calcule de cette façon-là. Le lift est plus difficile à transférer sur le mur parce que l'épaule est ignorée. Là, mais si on fait ce test-là pour un de nos athlètes, on va se rendre compte que souvent, quand ils sont intermédiaires, on parle V6, V7, V8, V9, le bloc qui grimpe, la réglette sur laquelle ils sont en train de mettre leurs doigts pour tirer, ils sont pas capables de tenir dessus. Fait que quand le poids va arriver, avec un bon effet de whipper, que les jambes vont partir fort, ils vont aller tirer encore plus fort que ce qu'ils sont déjà pas capables de tirer sur un hangboard. Et ils vont jamais s'être habitués à avoir créé une stimulation constante, sous-maximale, quantifiable, avec une bonne technique pour pouvoir grimper plus fort. Je pense que le grimpeur qui, au point de vue de la force de ses doigts, sa force réelle, bien mesurée, bien standardisée, avec une bonne technique, OK. qui grimpe, qui est plus fort de ses doigts que ce qui grimpe, va jamais se blesser au doigt. Jamais C'est se vrai. blesser au doigt. C'est clair. Et ce que je vois, c'est complètement le contraire. Ouais. Des gens qui grimpent très, très fort, qui marchent une ligne très, très fine parce qu'ils ne donnent pas le temps de se fatiguer. Exemple, là, ils font 3 fois par semaine, c'est max boulder, puis quand ils sont plus capables de tenir une tasse de café, ils s'en vont se coucher chez eux. Ouais. C'est fini. Ils vont jamais récréer de stimuli spécifiques suffisamment intéressants pour leurs doigts pour créer une adaptation qui est durable, Ouais. puis une adaptation qui est quantifiable. Puis une adaptation quantifiable, c'est une adaptation qui va dire présentement ton training que tu fais ne fonctionne plus. Tu fais plus de gains dans tes 4 semaines à faire ton max weight Ouais. avec 50 livres. Il faut que tu changes Ouais. de prise, de technique. Puis c'est en ayant cette espèce de feedback-là, cette reconnaissance de écoute, ce que je suis en train de faire, je perds du temps, que là, l'entraînement des doigts, c'est de la bombe. Puis ça devient, je pense, un très bon outil de prévention de blessures et d'augmentation de performance. On peut avoir les deux, Ouais. mais il faut que ça soit bien fait. C'est ça, ben c'est exactement à ça que je pensais pendant que tu me parlais. On dirait que ce qui me montait, c'est qu'une des premières bonnes raisons de faire de l'entraînement de doigts, c'est justement de minimiser les blessures dans des moments où c'est que tu t'y attends pas de soit tomber ou que justement tu veux augmenter tes performances. Est-ce que tu aurais des métriques, mettons qu'on rentre vraiment dans le granulaire, Ouais. qui serait intéressant que, exemple, à partir de V9, mettons le benchmark en termes de pourcentage weight ratio, ça ferait du sens d'atteindre ce benchmark-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il y a Strength Calculator sur OK. Internet. On peut marquer combien on tient, combien de temps, puis il va donner notre grimpe. La grimpe, Dans les statistiques. dans les là, par statistiques, exemple. je me rappelle, c'était quoi son nom? En 2011, Franz, un ami à pourrais pas dire. Bourassa Moreau, OK. il avait fait une étude où il disait aux gens, tu grimpes quelle cote? Ouais. Parfait, puis il faisait un test de force au 12 mm, puis regardait le pourcentage de leur poids qui était capable de le faire. Théoriquement, quelqu'un qui veut grimper, c'était sur une population allemande, Ouais. quelqu'un qui grimpe, je sais pas, V3 devrait être capable de décharger 85 % de son poids sur une C'est 12 ça. mm. T'as aucun grimpeur de V3 qui est capable de faire ça. C'est ça. Écoute, nos meilleurs au Québec sont peut-être capables de faire 85 de leur poids sur une 12 mm. OK. Je parle le 5 % meilleur. Ouais. Donc, c'est trop spécifique à l'athlète. Ce qui est important, je pense, c'est au lieu de se comparer à une statistique Des ou quoi que stats, ce soit, ouais. c'est de se pratiquer à soi-même. OK. Si on a un test, peu importe le test. Écoute, Lattice font un test de combien de temps je peux garder sur un 20 C'est ça, secondes. mettons Lattice ou Power Tu sais, Company. ils font- ouais. Tous ces tests-là sont bons de la façon dont ils sont utilisés. C'est-à-dire que je fais le même test de force après mon 4-5 semaines, donc mon cycle, et je regarde si j'ai fait un gain. J'ai fait un gain avec, je le prends la même journée, avec le même niveau de fatigue, avec le même niveau de récupération, avec le même, tu sais, Toutes les données contrôlables. un environnement si on veut. contrôlable. Et est-ce que j'ai fait un gain significatif? C'est quoi un gain significatif? Est-ce que j'ai gagné 10 % dans les 4 dernières semaines? C'est bon, 10 Si oui, c'est bon, C'est exact. très bon. Ça, Tu sais, c'est on bon, s'entend ouais. que la première fois qu'on s'entraîne de sa vie, on va gagner un 20 % de force dans les 6 premières semaines Ouais. qui sont causées zéro par l'hypertrophie. Non, c'est C'est ça. juste parce que je recrute mieux les muscles que j'ai déjà. Ouais. Après ça, d'aller viser un 10 % en 4 semaines, il y a des gens qui vont pas être satisfaits de ça, mais c'est magnifique. Ouais. Surtout si on est capable de le faire au premier cycle, Ouais. au deuxième cycle, puis au troisième cycle. Après un an, là, c'est fou, là. Ben oui, je veux dire, ça, 60, ben, c'est fantastique, là. 120 Puis, d'augmentation. de viser plus fort que ça, c'est de rêver en couleur où on a trouvé une façon de tricher pour forcer différemment. Donc, la quantité, c'est dur à faire. Trouvez-vous un test, standardisez-le le mieux possible. Prenez un 4 semaines à faire votre entraînement. Donc, je sais pas, faire un 2 fois semaine. Ouais. Si vous grimpez 3-4 fois semaine, entraînez-vous les doigts seulement une fois semaine. Sinon, vous êtes obligé de couper une partie de votre escalade. Puis c'est pas une mauvaise idée de couper une partie de l'escalade pour prendre cette énergie-là puis la centrer sur son entraînement des doigts. Mais si vous déjà vous grimpez 4-5 fois semaine puis vous voulez rajouter 2 fois du hangboard, écoute, on va se voir dans un mois, là.
sais, c'est le genre de choses où on va créer une surcharge trop rapide et non spécifique. Parce qu'on va l'ajouter sur quelque chose qui est peut-être déjà trop demandant pour notre. Ouais. Donc, trouvez-vous une métrique, entraînez-vous. Puis si vous voyez que vous ne faites plus de gains, changez. Tu sais, la folie, c'est de répéter toujours la même chose et d'espérer que le résultat soit différent. Fait que si vous n'avez plus les résultats puis vous les avez bien quantifiés, changez de technique. C'est là que les coachs, c'est pratique pour aller chercher. C'est très hot. Fait qu'en gros, l'entraînement de doigts, ça devrait être quelque chose qui est continu sur une longue période de temps et non un entraînement qui est comme, OK, dans 2 mois, j'ai un projet, je fais juste entraîner mes doigts pour les 2 prochains mois, par exemple. Ça, c'est une belle, On belle prend des exception, tangentes, ouais, j'adore belle mise en contexte. Et écoute, puis c'est là qu'encore là, je vais lancer la balle à nos coachs, faire de la périodisation, parce qu'on sait qu'au mois d'octobre, on va aller à tel endroit puis on veut performer. C'est quelque chose qui se bâtit. C'est-à-dire que oui, c'est possible d'aller chercher, on va prendre un cycle normal, mettons, là, je fais 1, 2 ou 3 cycles de force. Ouais. Ensuite, je vais aller sur le campus board. Mon campus board, c'est pas nécessairement pour faire des 1-5-7, mais juste pour faire du laddering. Puis est-ce que je suis capable de transférer cette nouvelle force des doigts-là à une bonne technique au point de vue de mes doigts? Ça veut dire au point de vue de mon épaule, au point de vue de mon coude, est-ce que je suis capable de lock off, est-ce que je suis capable de me rendre? Je fais ça pendant 2-3 semaines. Je m'en vais sur le Kilter Moon Board dans les semaines. Parce que le Kilter Moon Board, on veut pas faire ça pendant 1h30 de temps. Ah non, c'est violent. C'est là. violent. On veut faire ouais. ça un 20-30 minutes quand je suis à mon pic, réussir à faire des blocs vraiment difficiles, puis faire, hey, est-ce que je suis capable de prendre ma technique, ma force des épaules, mon fitness et ma force des doigts, toutes les combiner ensemble dans un mouvement déversant explosif, ça fonctionne. J'arrête avant d'être fatigué, parce que mon but, c'est d'habituer mon corps à avoir un haut niveau de performance pendant une courte période de temps. Ouais. Je fais ça, je sais que je vais aller faire mon projet, je prends 2-3 jours off avant mon projet, je résume vraiment de façon très, très brève. Et là, j'accepte que, en ayant fait mes devoirs, j'ai fait ma force, j'ai fait ma mise en pratique avec le campus board, puis après ça, le Kilter, peu importe. Je vais avoir 3 semaines, 1 mois, peut-être, si on a vraiment bien fait les choses, de performance maximale. Je vais prendre du bon repos, je vais m'entraîner très fort, je vais performer, je vais sender mes projets, mais à chaque semaine, à chaque jour qui passe, ça diminue. Ça diminue parce qu'on va recouper une grosse partie du training. On va garder seulement quelques petits entraînements très courts, très concis, très précis. Il va falloir que je retourne faire mon 4, 8, 12 semaines de force. Puis là, j'ai coupé le Kilter Board. Puis j'ai coupé le Campus Board. Je vais rechercher ma force max. Je fais encore là, mon test standardisé. Je vois si ça progresse. Et je vais faire peut-être 1 ou 2 cycles, macro-cycles réussis, peut-être 3, dans mon année. Je vais accepter que ma force, pendant que je suis en train de faire du Kilter Board, ma force pure diminue. Ça va descendre, oui. Mon explosivité augmente, je suis capable de tout mettre en pratique, mais ça diminue et ça va être à recommencer. OK. J'avais eu la chance d'aller voir Eva Lopez à Toronto en 2018 et elle nous a conseillé, bon, Eva est rendue dans sa cinquantaine, là. Quand on parle en train de grimper 5-13, ça va bien, mais elle, c'est littéralement un cycle infini de ce que je viens de dire. OK. Toute sa vie. Ah ouais. Sinon... Puis est-ce que ça progresse aussi dans le... Oui, le pic, le pic de cycle en cycle progresse. C'est sûr qu'à 50 ans, il y a plein de choses qui arrivent. On a la sarcopénie, la perte de masse musculaire. Il va falloir faire plus pour obtenir le même résultat. Ce qui est intéressant, c'est quand les gens prennent de l'âge, on dirait que leur discipline est meilleure, leur corps est mieux, ils connaissent le chemin. Et donc, en général, c'est plus facile et plus difficile à gérer en même temps. Oui. Kim, j'adore ça. On est rentré vraiment dans une méga tangente, mais j'adore ça. Cool. Ensuite de ça, là, on a parlé d'entraînement de comment commencer l'entraînement pour les débutants, qui était de grimper plus, puis de grimper avec un purpose. Intermédiaire, c'est d'embarquer avec la force de doigt. Là, si on parle des... Pro-athlète. Super bien recadré. Écoute, tu suis bien le fil conducteur. On fait un loop. On a réussi à... la tangente... On a fermé la parenthèse. On revient. Des fois, la tangente, on se perd dans le fond du gym. Fait que chez les athlètes professionnels, chez les gens qui veulent compétitionner, on parlait de gestion environnementale ou d'entraînement environnemental. Je vais rajouter une chose de ce côté-là, c'est la gestuelle, la qualité de la gestuelle. Quand on regarde un circuit de compétition, qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un? C'est on demande de faire on-site, très difficile, avec peu de temps. Donc, on est stressé, on est fatigué. Souvent, c'est très collé, on n'a pas nécessairement le repos qu'on veut. Et c'est là que la gestuelle va être le plus important. Quand on est rendu à ce niveau-là, on s'entend que pull-up, push-up, la force, tout ça, c'est bien géré.
l'environnement, le sommeil, la nutrition, tout ça, c'est bien géré. La quantification du stress est gérée ou de façon par l'athlète. Félicitations s'il est capable de s'entraîner puis de gérer son stress mécanique. Ça veut dire de voir, exemple, est-ce que j'ai rajouté trop de séances? Ouais. Est-ce que mes performances baissent? Est-ce que ma perception d'effort est augmentée? Ça vaut vraiment la peine d'avoir un coach pour ça. Si on veut faire des milliers de dollars en escalade, il faut investir de l'argent dans un coach qui nous permet de faire ça. Sinon, c'est extrêmement exigeant de faire toute cette gestion de stress mécanique-là Par soi-même. par soi-même. Et la dernière partie, c'est la gestuelle. Ce qu'on a vu beaucoup avec Udo Neumann, qui s'est en là parce que même si ça fait vraiment longtemps qu'il n'est plus entraîneur de l'équipe allemande, il continue à être à l'avant-garde puis à voir un peu les choses arriver. Donc, la qualité de la gestuelle, rendre à l'épreuve du stress, à l'épreuve de tout ce qui se passe, la qualité de notre mouvement. OK. Et on a les Japonais ont très bien visé là-dessus. Ils ont un de leurs entraîneurs qui s'appelle Shibatore, qu'on peut suivre sur Internet, Instagram. Puis qu'est-ce qu'il fait, Shibatore? Il est toujours en train de connecter des mouvements. Ouais. Je fais une ouverture de hanche, puis j'ouvre ma main. Je ferme ma hanche, je ferme ma main. Mon poids s'en va vers l'avant, je recule les fesses. Mon poids s'en va vers l'avant, je recule mes fesses. Ouais. Mon poids s'en va vers le recul arrière, Il fait juste répéter ces mouvements-là. Écoute, on a l'impression que c'est de la danse. Ouais. C'est du n'importe quoi quand on voit ça de façon superficielle. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font et qui fonctionne tellement bien, c'est qu'ils viennent de dire à l'athlète, quand tu as un déplacement de ton centre de gravité, si tu veux rester stable sur le mur, il faut que tu sois capable de le corriger instantanément. Puis quand je dis instantanément, c'est pas « Ah, mon pied est en train de partir dans les airs. Faut que Je vais tourner ma hanche vers la gauche. » C'est de le droner, de le faire tellement souvent, de façon tellement répétitive, que le corps ne connaît pas d'autre façon de bouger que celle-là, que la bonne façon, que la façon où on a un équilibre. On parlait du déplacement du centre de masse, on parlait de bien utiliser chacune des parties de notre corps. Et ça, c'est fantastique parce qu'on se retrouve à plus être obligé de pousser de la fonte non-stop. On dit que ce travail-là devrait avoir déjà été fait dans l'aval, mais de rendre un mouvement complexe, naturel et facile. Quand on a vu Jan Jørgen Brett en 2021, il y avait un dyno vers le bas à Meiringen. Elle a mis les deux mains sur un sloper, puis tout son corps s'est avancé par l'avant. N'importe qui d'autre se serait luxé les deux épaules à la vitesse qui est arrivée. Puis au lieu d'aller chercher le mouvement avec les bras, pop, tu tombes, elle est allée chercher le mouvement avec tout, elle a squeezé, même si elle était vers le bas, ces deux omoplates ensemble. Elle a accepté d'amener le bassin. Puis après ça, dès que le bassin est arrivé, elle a réussi à le fermer pour aller chercher une contraction des abdos. Puis elle a fait ça en temps réel. Elle n'y a jamais réfléchi à faire ça. Ouais. Son corps a tellement été habitué à le faire que quand elle a une perte d'équilibre, quand il y a quelque chose qui arrive trop vite, son corps réagit de la bonne façon. OK. Et de faire un pull-up, de pousser de la fonte ou de tirer 150 livres sur un hangboard ne nous apprend pas ça. Et quand on va être stressé, qu'on va être fatigué, qu'on va penser à l'autre personne qui a fait le flash avant nous autres, c'est pas nécessairement quelque chose qui va rentrer automatiquement si on ne l'a pas pratiqué. Wow. Puis c'est là que la gestuelle devient super important et il faut retourner. C'est ça que j'allais dire. C'est Gestuelle. comme si on passait de débutant à intermédiaire à pro. Puis là, quand t'es pro, faut comme que tu loop back à Exactement. ce que tu faisais mais quand t'étais débutant, mais avec un purpose encore plus Une conscience profond. puis un geste extrême. Ouais. On s'entend. Mobilité extrême, rapidité extrême, toutes ces choses. OK. Puis il faut continuer à s'entraîner aussi, j'imagine, quand t'es rendu à ton... Pas facile à être pro-athlète, hein? C'est ça. On va peut-être faire une parenthèse sur le senior puis le junior. Exact. Ben, c'est Donc, ouais. je pense que ce qui est important, à quoi ça devrait ressembler un entraînement chez un athlète senior, on va dire quelqu'un qui joue avec ce qu'on appelle la sarcopénie, donc une perte normale de masse musculaire de 1% à chaque année, même si on est en forme. OK. Comment est-ce qu'on peut faire ça? De un, avoir bâti une masse musculaire plus importante, Quand parce on qu'on était perd plus jeune 1% aussi, exactement. Pendant qu'on a 30-40 ans, nos pics de testostérone sont encore assez intéressants pour créer une bonne hypertrophie. Donc, de se bâtir littéralement un capital musculaire, ça, c'est une bonne idée. Un fonds de pension musculaire. La constance. Donc, chez un grimpeur, qu'on est dans 45, 50, 55, il faut grimper toujours. Tu sais, le chandail Never Stop Exploring, là, enlève l'exploring. Never stop climbing. faut être constant. Faut pas passer 3 semaines à rien faire, à moins que il y ait une situation qui nous demande, mais il faut être capable de, quitte à grimper moins, s'assurer que je fais pas une fois semaine, puis la deuxième fois 4 fois semaine. Faites 2-3 fois tout le temps. OK. Être capable de travailler nos antagonistes. Donc, à cause qu'on a une perte de masse musculaire, ce qu'on est en train de travailler en biceps ne va pas nécessairement être bien contrecarré parce qu'on est fait en triceps, qui va être peu stimulé. Qui va perdre en masse musculaire. Puis là, on va augmenter nos ratios déséquilibrés au point de vue de notre faire. Donc, travailler les antagonistes. On parlait d'hypertrophie. Puis la dernière chose, c'est on est souvent en train encore de travailler. Donc, il faut mieux gérer 2 choses. Il faut mieux gérer le stress mécanique au travail.
Des fois, si on a un travail qui est dur physiquement, on peut moins grimper souvent. Est-ce qu'on est capable de déléguer nos tâches physiques pour les mettre aux avantages de la grimpe? Et la dernière chose, c'est la récupération. Donc, on a Chuck Odette qui a réussi 14C à 63 ans. Pourquoi? Parce que sa 14C, il l'a fait quand il était bien nourri, bien reposé, dans un bon cycle. Ils les avaient tous travaillés, il avait enchaîné chacun des mouvements, il n'y avait pas une semence de doute, il y avait de la préparation mentale, mais il avait bien récupéré. Ça veut dire qu'on a souvent des gens qui sont très forts, ils vont faire la 13A, ils vont faire la 13A juste à côté, puis ils vont faire la 13B. Ils vont pas nécessairement bien les grimper, les trois, mais ils vont les faire, les trois. OK. La dédication et la concentration d'un athlète senior sur un projet et de le diviser en sous-objectifs et sous-routines Ouais. peut permettre de performer, je crois, aussi fort qu'avant. Parfois moins un peu plus fort, mais ça demande plus de temps donné à la récupération. On grimpe pas 4 fois semaine, on grimpe peut-être 2 fois semaine, mais on les grimpe avec de l'intention. Tu sais. On est là, on est dans le moment présent. Et c'est ça la différence. On va pouvoir faire les mêmes performances, mais il faut plus de temps à récupérer, il faut mieux gérer. Wow, c'est inspirant ce que tu viens de dire, que c'est possible justement même à 60, 63 de grimper aussi ou peut-être même meilleur que, mettons, dans ta quarantaine. C'est fou. C'est fou. En plus, des fois, on est en pré-retraite, on a plus de temps pour s'entraîner. Exact, ça c'est vrai, tu marques un point. Finalement, les juniors. Ouais. On a brièvement parlé des plaques de croissance. Là, il y a des programmes de sport-études qui refont leur surface. Il y en a eu dans les années 80-90. Ça a disparu, c'est revenu. L'entraînement en force chez les jeunes, c'est un non-sens si on essaie de toujours s'améliorer. Ça veut dire que mon jeune qui était capable de faire 3 pull-ups, qui, de la nuit de jeudi à vendredi, a gagné 1 pouce, ne sera pas capable de faire un 3 pull-ups. Il sera peut-être même pas capable d'en faire un. L'absence de monitoring de sa poussée de croissance et surtout l'absence de déloading dans le coaching chez les jeunes, c'est la source numéro 1 pour les fractures de de croissance. Puis c'est la source numéro 1 aussi pour un athlète qui va se tanner. OK. Donc, un jeune qui ne va pas performer plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire chez l'athlète? On peut voir ça comme un débutant, mais on a des jeunes de 14, 15 ans ou même 13 ans qui grimpent V10. Est-ce qu'on leur fait faire max pull-up? Non. Est-ce qu'on leur fait faire du bench press ou quoi que ce soit? Peut-être 5 reps pour qu'il y ait une bonne technique, puis s'assurer qu'on a un tracking de... On parle de technique, de technique, mais un geste répétitif pour créer de l'hypertrophie chez les jeunes, ça a un rapport poids-bénéfice qui n'est pas intéressant. OK. Si on fait un exercice d'hypertrophie, on travaille ou on a en faire sur la technique, c'est correct de faire un deadlift avec un jeune. On peut le faire lifter. Mais si on s'assure que le jeune qui fait son deadlift, il sent dans ses ischios, dans ses fesses, et c'est tout, qu'il y a une bonne technique, on vient de lui rendre service. Si notre objectif, des fois, malheureusement, même les meilleurs coachings, on a des dérives où on vise un PR, un personal record, un best, un max weight, un max lift. Ouais. J'ai été capable de sender V12 sur le kilter à 13 ans. Écoute, quelle perte de temps. Puis quel risque élevé d'avoir un athlète pas en santé plus tard. Ouais. Simplement par, sa perception. Quand j'avais 12 ans, je faisais V13. Là, je suis dans ma poussée de croissance, je suis plus capable de le faire. Je suis une merde. Le retour à l'ego qu'on Ouais. parlait. Ouais. Fait que cet espace-là qu'on a, qui est précieux de pouvoir faire de l'entraînement chez un jeune pour apprendre un paquet de choses, la collaboration, le travail d'équipe, être présent dans l'instant. Tu sais, on a des enfants qui ont des problèmes d'attention parce qu'on est toujours en train de se pitcher de gauche à droite. Écoute, Exact. moi, quand je rentre dans un bloc, dans un gym de bloc, j'ai un problème d'attention. Ouais. Parce qu'il y a tellement de blocs que je veux faire en Les même couleurs temps. partout. Mais il y a des couleurs partout. Mais quand je suis sur un bloc dur qui me demande d'être présent, de savoir où mon pied ou quoi que ce soit, on peut traverser un focus puis on peut donner des choses super bénéfiques. Et je pense que les jeunes méritent de grimper versus d'autres sports. Écoute, je pense que l'escalade, c'est un super bon grain, mais de commencer à viser la performance, de viser une augmentation des capacités physiques de façon quantifiée, chez un jeune, c'est une erreur facile à faire. OK. Puis là, il y a plein de coachs qui vont me dire « Ouais, mais je veux que mon jeune il performe ou quoi que ce soit de même. » Tu veux que ton jeune performe? Est-ce que lui, il veut performer? Ça vient d'où, ça, le besoin de performer chez le jeune? Ça vient-tu du jeune? Ou ça vient-tu du coach? Fait que je sais que ça fera pas l'accord de tout le monde, ce genre d'unanimité de cette phrase-là, Ouais. mais je pense que à ces âges-là, l'escalade est un jeu, puis ça doit demeurer un jeu. Ouais. Un enfant qui a mal au doigt, on le sait, 90% des temps, il va avoir une fracture de la plaque de croissance. C'est pas normal d'avoir. Tu sais, il peut avoir mal, il peut s'être éraflé les genoux, c'est correct, puis s'être cogné bien fort le coude, c'est correct. Tu sais, des bums and bruises. Ouais. Des bons bobos, mettons. Des bons bobos, ouais. Ouais. Mais écoute, le jeune a de la misère à lever des bras dans les airs, le jeune n'est plus capable de tourner la tête vers la droite. C'est plus un jeu rendu là. C'est plus un jeu. C'est plus le fun. C'est vrai. Wow.
J'aime ça. Merci. Fallait le dire. Ouais, il fallait en parler. Penses-tu qu'il devrait y avoir des différences dans l'entraînement des doigts en fonction des niveaux du grimpeur? Là, on rentre, mettons, dans le granulaire. Tu sais, à partir de... Parce que veux pas, l'entraînement des doigts, c'est à partir, mais selon toi, du niveau intermédiaire. Oui. Est-ce que tu penses que l'entraînement devrait être la même, mais juste fait pendant une plus longue période de temps à travers les années pour l'intermédiaire quand il arrive comme, entre guillemets, expert? Ou tu penses qu'il y a vraiment une ligne qui est tranchée, OK, à partir de telle cote, là, ce serait vraiment mieux d'augmenter le volume puis vraiment de faire des choses différentes? J'ai bien posé ma question. Là. En fait, la deuxième partie de ta question Ouais. mène à dire que ça va vraiment varier avec l'athlète. Ouais. Au point de vue de la première partie de la question, est-ce qu'il y a un type d'entraînement des doigts? On va parler vraiment juste des doigts. Les prioriser. Je pense, puis là, on va pas parler nécessairement de junior-senior, mais mettons qu'on parle débutant. Ouais. Homme de 18 à 35 ans, débutant, ou femme de 18 à 35 ans, Ouais. débutante, qui veut travailler, je pense que de mettre les mains sur le longboard dès la première journée est une bonne idée OK. en réchauffement. OK. Ça veut dire qu'on n'a jamais appris c'est quoi un open end, un half crimp, un half open, un chisel grip, un bidois. Et on ne sait pas donc nécessairement quelle position je devrais aller voir, comment est-ce que je peux peaufiner. Donc, d'avoir dans un warm-up, les pieds au sol, une habituation à mettre les mains sur la réglette, puis je veux dire, hey, si je veux tirer sur un crimp, ça, c'est un half, ça, c'est un open. Puis après ça, une fois qu'on a cette connaissance de, hey, il y a plusieurs façons de tenir un crimp, c'est de les pratiquer, mais en variété. C'est-à-dire que je m'en vais sur le hangboard, je vais tirer 10 fois 3 secondes on, 10 fois 3 secondes off en half crimp. J'ai mes deux pieds au sol, je sais juste que j'ai de la tension, je sens que j'écrase le bout de mes doigts, ma technique est belle, parfait, je le fais de l'autre côté et je rinse repeat un peu OK. de ce côté-là. Emile Abramson avait sorti son fameux Ouais. protocole de no hang. Ouais. Peut-être pas à la fréquence, à l'intensité qu'il avait fait. 2 fois par mais, jour, tu sais. 2 fois, c'est un petit peu intense. Mais il y avait un principe très intéressant où il essayait chacune des préhensions. Ouais. Il les tenait pas longtemps. Je pense que son pourcentage de force n'est pas le pourcentage de force qu'on devrait faire chez un débutant. OK. Juste d'avoir l'impression qu'on supporte un peu plus que le poids de notre propre bras. Donc, finalement, qu'on serait capable de ne pas perdre l'équilibre en étant sur nos pieds, en ayant C'est la ça. main sur un hangboard. Ça vaut vraiment la peine. OK. Si on le fait une main à la fois, on peut voir notre main. Ouais. Si on fait les deux mains, puis on veut garder un coup en santé, on va regarder en avant, on sera pas en Ouais. train de regarder nos doigts. Donc, résumons ça. Je suis débutant. C'est ma première journée que je fais de l'escalade. Je demande quand même à quelqu'un de s'assurer que je fais la bonne Est-ce affaire. qu'il le fait comme du monde? Ouais, je regarde half crimp, Ouais. open end, genre de half open où mes quatre Ouais. doigts sont encore dessus. Open drag où pour aller vraiment chercher une bonne extension de mes doigts, mon petit doigt, faut qu'il parte. Ouais. Hey, qu'est-ce qui se passe avec mon petit doigt? Est-ce qu'il doit être comme ça? Est-ce qu'il doit être comme ça? Est-ce qu'il doit être de côté? Théoriquement, ce qu'on veut, c'est qu'on veut éviter la flexion de la MCP quand je fais un open end. Comme c'est ici, je vais me sentir plus fort au début. Ouais. Là, je suis en train de tirer sur un muscle pour essayer de transférer plus de force. Si je vais aller chercher quelque chose qui est plus vers l'arrière, c'est plus safe, c'est plus Ouais. exigeant. Est-ce que je veux que mon doigt est vers l'extérieur? Si mon doigt va vers l'extérieur, c'est parce que je suis pas assez fort au poignet, puis mon poignet va aller de ce côté-là. J'ai pas la force de le faire, je vais tirer avec mon petit doigt. À ce moment-là, mon muscle, je viens de le séparer latéralement, donc je me crée un risque de blessure. Tous ces genres de petites choses de posture-là, c'est quoi un chisel grip? Un chisel grip, c'est que je suis en train de faire un half crimp, mais mon index est complètement ouvert. OK. Présentement, je suis plus en train de forcer avec le muscle fléchisseur profond de mon index. Je suis en train de forcer avec un petit muscle qui fait un pouce de long entre mon pouce puis mon index, puis entre mon index puis mon majeur. Les gens vont se sentir plus forts simplement parce qu'ils n'ont plus besoin de forcer avec leur index. Wow. Fait que la perception de Ouais. force est élevée. Hey, je fais un chisel grip, je suis rendu tellement fort et tellement confortable, mais on vient de skipper complètement l'entraînement du fléchisseur de l'index. Des petites choses comme ça que si on a du staff informé, des grimpeurs informés, des coachs informés, on peut commencer. Première journée d'escalade, hey, mets tes mains sur le hangboard. On va aller Ouais. voir ce qui va se passer quand tu vas. Pas quand j'étais à V3 puis que je suis 5 pieds dans les airs, il faut que je tienne sur mon crimp pour toute ma vie pour pas tomber à terre, puis je sais pas c'est quoi tomber. Hangboard dès la première journée, technique. OK. Hangboard Et neurologiquement, après ça, tu t'apprends les positions neurologiquement aussi pour ton corps. Tout à fait. Ouais. Puis comme ça, ton corps, dans une situation stressante, a plus de chances de reproduire la bonne chose. Comme il y a Garnett. Exactement, exactement, Exact. tout à fait. Fait que, l'intermédiaire, Ouais. là, écoute, le buffet est ouvert. Ouais. Fait que faut voir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut être un grimpeur de force, de power endurance, ou d'endurance pure? Bon, d'endurance pure, peut-être pas. Mon but, c'est pas de grimper, d'être capable de tenir... mon entraînement, ce sera pas de tenir 20 mm pendant 40 secondes. C'est un bon test parce que c'est risque faible. Faut se rappeler que les athlètes font la plupart de leur évaluation en ligne. Si ta poulie pop pendant que tu es en évaluation en ligne, il ne pourra pas t'aider. Tu sais. Exact. Fait aller chercher quelque chose qui est dans la longue durée, c'est une bonne façon de faire un test safe. Mais on disait, se trouver un test standardisé, bonne chose, entraîner les doigts. C'est la première fois que tu grimpes. C'est la première fois que tu fais vraiment un entraînement des Ouais. doigts. Là, je finis ma séance,
Puis au lieu d'aller me péter sur des V7, je décide de vraiment mettre toute mon énergie qui me reste à m'entraîner les doigts. OK. Eva Lopez, c'est encore quelque chose de bon. OK. Eva Lopez avait sorti 2 protocoles, un qui s'appelle le minimum edge, Ouais. c'est de tenir un certain nombre de temps sur la réglette la plus petite possible, OK. puis le maximum weight, OK. où je vais chercher une grosse réglette, mais je vais rajouter du poids. OK. Si on est un grimpeur intermédiaire, on va les splitter en 2 avec un très bon fitness général. OK. J'ai des épaules en béton, j'ai une bonne masse musculaire. Aller chercher du max weight, ça peut être intéressant. Fait que j'ai une réglette qui est grosse, donc j'ai pas besoin de trop compenser ou d'avoir Ouais. une position de merde, mais je vais venir chercher une surcharge. OK. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Si je suis en surcharge, peut-être que mon 3 minutes de pause, je vais le pousser à 5 minutes. Et surtout, ce que je veux savoir, c'est est-ce que mon plus faible dénominateur, c'est ma force des doigts ou la force de mes épaules puis du reste du corps? Si on n'a pas la force pour le tenir, la surcharge qui est générale va venir faire ouvrir mon épaule. Puis le problème, c'est que la seule chose qui me tient encore à la prise, c'est des doigts. Et les doigts, le stress latéral de mon épaule qui part vers l'extérieur, Il pourra pas le tenir. il ne pourra pas le tenir, puis c'est là qu'on se blesse. OK. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont commencé à trouver la stratégie de faire des arm lifts. Ouais. Arm lift, c'est beaucoup plus facile sur l'épaule. Ouais. Puis à ce moment-là, on peut venir, on pourrait dire, c'est pas un mauvais lift, un arm lift, parce que ça vient isoler le facteur le plus faible, Les doigts. notre force des doigts. Malheureusement, on a un problème. C'est que, de un, la réglette, au lieu que le point de rotation, ça soit nos doigts sur un board qui est fixe, qui est solide, ma réglette est attachée souvent un peu plus bas à un anneau, qui Ouais. est attaché à un poids. Fait que quand je venais pour forcer, il va y avoir un pivot qui est situé plus loin de ma main, et donc je vais souvent vouloir, pour empêcher la réglette de glisser d'un côté ou de l'autre, parce que c'est très rare que la réglette est balancée avec Ouais. le poids qu'on va mettre dessus. Surtout quand on décolle, la plainte se déplace un peu vers la gauche, Ouais. commence à tanguer d'un côté et de l'autre. Et malheureusement, ce que j'ai vu apparaître de façon explosive au point de vue de l'entraînement en arm lift, c'est les entorses du collatéral du majeur. OK. On essaie de tenir pas juste un stress vertical, mais un stress latéral parce que le poids swing d'un bord ou swing de l'autre, OK. même avec une bonne technique. Et à ce moment-là, les gens vont vouloir entraîner la force, puis malheureusement, vont se créer une douleur à quelque chose d'autre que la force et ça va limiter leur entraînement. OK. Donc, arm lift, avoir À suivre. Ouais. avantage, inconvénient. OK. Maintenant, comme je disais, un peu ce qu'on avait vu tantôt, faire un test de force, faire Ouais. 4 à 5 semaines, faire un cycle, c'est le bon moment. Être capable de varier. Il y a beaucoup, en tout cas, maintenant, avant, il y avait Eva Lopez, les frères Anderson. C'est pas mal ça. OK. En 2011. Ouais. Maintenant, Back in the écoute, days. ouais, back in the old days. Ouais. Maintenant, il y a 52 millions de façons de s'entraîner. L'important, c'est celle qui marche pour toi. J'ai pas l'impression que je force, que j'ai mal au doigt après avoir grimpé. J'ai l'impression que je suis pété au point de vue de mon avant-bras. Quand je fais mon fail, donc, excuse-moi pour les mots anglophones Ouais. encore, quand c'est l'échec de ma contraction Fais ton baby qui te fait que t'arrêtes. Ouais. que j'arrête, c'est pas parce que j'ai dû faire... tu sais, c'est pas parce que je suis plus capable de le tenir. C'est parce que je suis plus capable de le tenir avec la même technique que je le tenais au début. OK. Je parle à des gens qui s'entraînaient il y a 20 ans. Puis quand il y avait déjà là une ceinture de poids avec 20 livres, c'est pas quand leurs mains ouvraient tout seul puis qu'ils tombaient au sol que c'était le fail. C'est quand au début ils étaient en half crimp puis sont ou rendus en full crimp où la main a commencé à ouvrir. Cette seconde-là, c'est la seconde où ils remettent les pieds au sol OK. et leur fail, il est là. OK. Parce que c'est facile si je suis sur un hangboard puis j'ai envie de faire mes 2 dernières secondes de ma dernière rep. D'ouvrir un peu ou Je peux de ouvrir, tirer je des peux full épaules. crimp, je peux forcer les épaules, je peux faire un front lever. Ouais. Si je fais un front lever, ma réglette qui est verticale, elle devient positive Ouais. parce que je déplace mon centre de gravité l'autre bord du hangboard. Ça va me permettre d'avoir fait le temps. Ouais. Mais c'est dans pas le fond, ça, un fait. Tu vas pas chercher l'adaptation Non. musculaire. Puis les risques de blessure augmentent dans cette petite période-là. Ouais, c'est clair. Fait que ça, c'est pour mon intermédiaire. Pour ce qui est de mon pro-athlète, on parle du macro-cycle. Ouais. Comme je dis, un macro-cycle, c'est finalement l'espèce de grande vague de performance sur compensation qui va se passer quelques fois à l'intérieur d'une année, qui va me permettre de rejoindre des pics de performance parce que c'est ce qu'on souhaite chez les athlètes. Il faut faire une quantification du stress mécanique. La méthode récemment sortie d'Yves Gravel en force max. Les arm lifts, ouais, les arm lifts. 3, 2, 3. Ouais, 2-3 mettons, reps, 2-3 là, ouais. secondes, puis d'aller chercher ce qu'on appelle, des fois ils disaient du density hang, là, d'aller chercher, non c'est pas le density hang, mais d'aller chercher la stiffness des tendons. OK. Donc la rigidité du tendon. Le tendon des doigts est fait pour être flexible en passant, là, contrairement à un tendon du quad ou du tendon d'Achille. Leur consistance n'est pas exactement la même, fait que c'est un peu... Il y a une limite à ce qu'on peut créer comme rigidité dans nos tendons Ouais. des doigts. Il faut juste voir qu'il y a quelque chose d'anatomique qu'on peut pas Ouais. changer. Mais c'est très bon d'aller chercher un effort où Yves Gravel, après avoir levé 150 livres sur un 18 mm, il n'est pas pété. Genre. Il a habitué ses tendons, sa structure, toute sa chaîne d'épaule à venir tirer 150 livres pendant une courte période de temps. Et donc, il travaille vraiment le pic le plus élevé
pendant une courte période de temps en ayant une bonne récupération. C'est quelque chose de très intelligent parce que c'est fini le power endurance où je suis plus capable D'ouvrir ouais, c'est ça. Je suis plus capable d'ouvrir la porte après l'avoir Tu fini. vas prendre ta douche, tu la Exactement, misère à tourner la t'as les bras en poignée. direct, c'est difficile. Donc, tu sais, je m'attends pas à ce qu'un athlète, on n'est pas rendu à ça. Là. On est rendu à atteindre un haut niveau de performance. Puis, en parallèle de la technique de Yves Gravel, il y a quelque chose qui se développe un peu plus avec Guillaume Levernier de la Fabrique Verticale en France, qui est le RFD. RFD, c'est le Rate of Force Development. C'est la capacité d'aller chercher une force qui va être plus faible que la force max, mais d'aller la recruter très, très, très rapidement. Du contact strength. Contact quand on strength, parle. En anglais, là, mettons, pour les gens qui ont... Rate of Force Development, force de contact, contact strength. Donc, c'est au moment où je touche à la réglette, ça me prend combien de temps à l'intérieur de mes 2 premières 200 millisecondes? C'est quoi la courbe de progression? Est-ce que j'ai une courbe qui est très lente? Est-ce que j'ai une courbe qui est très rapide? Puis c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va commencer à entraîner en force. Puis tu sais, on parlait, mettons, de Campus Board. Ben, c'est ça que j'allais dire, On peut aussi faire du RFD. Le protocole développé par Guillaume Levernier, c'est qu'on s'installe de côté par rapport à une réglette au campus parce que c'est plus facile à prendre. Une bonne réglette. Je saute. Je viens chercher et grapper rapidement. Je tiens tout mon corps. Il faut être capable de faire un one-arm lock-off. Exact. Entends-tu? 3-4 secondes, je relâche. Je check un peu, je le refais tout de suite. 3 à 5 reps. Peu de fatigue. Explosivité, 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 explosivité. Puis après ça, gros reste. Ça, je le fais dans mon entraînement. J'aime ça. C'est le fun. Le sentiment est incroyable. Tu sautes, tu te sens fort. Moi, je trouve, même chose. Je trouve que c'est super satisfaisant. Puis tu le transfères dehors, puis tu t'en vas sur Louis Classique, puis il y a une main qui lâche. Puis tu es capable juste de reprendre, de tenir, puis cette espèce d'impression-là que tu es comme un bloc de béton solide, tout étendu, puis que tu es capable de justement rattraper certaines erreurs. Je trouve que c'est vraiment de la bombe. C'est quelque chose qui demande beaucoup de fatigue. Ça fait créer beaucoup de fatigue neurologique. Fait que c'est con à dire, mais on parle de sommeil, on parle d'un paquet d'affaires. Mais si on est brûlé par notre travail, notre stress, ou que ça fait 4 jours en ligne, qu'on grimpe, on ne pourra pas s'entraîner en RFD. On va peut-être pouvoir s'entraîner en force. Mais cette espèce de comme la rapidité du courant électrique. Ça, en fond, c'est neurologique carrément. C'est vraiment à quel point tu peux envoyer un signal dans ton cerveau puis tes doigts pour forcer vite. Et aussi au point de vue la jonction moteur, donc à quel point on est capable d'aller chercher beaucoup de fibres rapidement. Si j'ai 5, 6, 10 secondes, éventuellement, je vais être capable d'avoir 80-90% de ma contraction masculine. Peut-être un peu beaucoup, là, en général, c'est seulement avec l'électrostimulation qu'on peut rejoindre 90-100%, mais un certain pourcentage élevé de contraction maximale volontaire. Et donc, je vais aller chercher plusieurs unités motrices dans mon muscle rapidement. La force max, c'est après un certain temps, 3, 4, 5 secondes, je vais avoir atteint mon maximum. Et donc, quand on va venir faire du RFD, on ne sera pas capable d'aller chercher notre maximum, mais on va aller chercher le plus que je peux aller en chercher le plus rapidement possible. Puis c'est là que le système neurologique, autant au point de vue qu'on parlait du cerveau et au point de vue du muscle, littéralement, on a une capacité de développer un petit peu de réaction neurologique de notre muscle par ce genre d'exercice-là. Ça, c'est quelque chose qu'au point de vue de nos pro-athlètes, on peut viser. J'adore ça. Cool. Comment gères-tu l'aspect psychologique de la blessure? Puis ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner pour quelqu'un qui rentre dans un long processus de blessure? Fait que, admettons qu'on va parler de façon plus générale, puis après ça, on parlera de spécifique de quelqu'un qui vient de se blesser. De façon générale, ce que je remarque au point de vue psychologique, si l'escalade est la solution à tous tes problèmes dans la vie, elle est ta principale joie, la blessure va malheureusement prendre une tangentielle extrêmement négative au point de vue de la perte de la perception de soi. Avant même de se blesser, je pense que c'est important. L'escalade, c'est un sport merveilleux, mais il faut avoir d'autres joies dans la vie. Puis je parle d'un point de vue, je suis physiothérapeute, je m'occupe de blessures physiques. Pour avoir une bonne attitude, une bonne, on va dire, démarche par rapport aux blessures physiques qui vont arriver, il faut quand même avoir une certaine quantité de préparation psychologique. Il faut avoir un environnement sain psychologique. Donc, c'est important d'avoir des hobbies qui sont autres que l'escalade. Ça, c'est des fois, des grimpeurs, c'est difficile. Oui, c'est dur. C'est important d'avoir des amis, c'est important d'avoir des projets qui sont hors de l'escalade. L'escalade peut être une escapade pendant une courte période de temps, mais c'est pas... Je dis que ça fait 16 ans que je fais de l'escalade. L'escalade, c'est au centre de ma vie. Mais c'est pas juste l'escalade. J'ai la chance d'avoir une conjointe exceptionnelle. Mon petit garçon, il me fait rire. Il me fait découvrir des sensations que j'avais jamais eues auparavant. J'ai la chance d'avoir un travail qui m'intéresse puis qui me stimule. Mais j'en ai eu des blessures, j'en ai eu des chirurgies. Écoute, j'ai eu ma longue de blessures. Et c'est le fait que j'avais d'autres choses que mon soccer, mon karaté, mon escalade, ma force des doigts, qui m'a permis de continuer à avoir
un bon cheminement puis de prendre les bonnes décisions pour ma récupération OK. physique. Fait que je dirais que cet environnement-là est important. Maintenant, l'expérience d'une blessure, c'est Ouais. une expérience. Et encore là, pour être capable de gérer psychologiquement, les personnes qui, pour la première fois de la vie, vont avoir une blessure, doivent voir un peu comme quand on parlait de faire de l'escalade avec une intention. Il faut voir l'apprentissage qui est possible. Ouais. On perd pas, on gagne pas, on apprend. Puis l'escalade, c'est une belle chance d'apprentissage, aussi pour les blessures qu'on va se faire. J'ai peut-être un biais d'exposition, mais la très, très, très grande majorité des patients que j'ai vus avec des blessures extrêmement graves s'en sont guéris à 90 et souvent à 100 Et souvent oublient quel doigt a été blessé ou quoi que ce soit. Donc, on va revenir. OK. On va être capable de guérir. Le corps a une capacité fantastique à guérir. Et ça vaut la peine, en sachant ça, en ayant ça en tête, de faire le parcours puis de le faire correctement. OK. Maintenant, pour quelqu'un qui vient de se blesser, première chose qu'il faut faire, c'est il faut être capable de mettre cette blessure-là en contexte. Est-ce que j'aurais pu l'éviter? Et beaucoup de patients m'arrivent et disent « Ah, c'est arrivé, puis je comprends pas pourquoi c'est arrivé. » Il y a toujours une raison. Il y a eu des signes avant-coureurs. Il y a eu... Puis tu sais, on parle de trauma, il n'y a pas un signe avant-coureur avant que la roche te tombe dessus. Non. Ta réaction à la roche qui tombe peut être différente selon l'environnement dans lequel tu suis, puis tu sais, ton parcours. Fait que quelqu'un qui vient de se blesser, premièrement, arrête. OK? Si tu as entendu un bruit bizarre dans ton doigt, tu as de la misère, que tu fais ça de même puis que ton doigt ne plie pas, genre, continue pas à grimper. Tu sais, ton standing n'est pas aussi important que tu le penses. Donc, d'arrêter, de prendre le temps de faire un assessment. Si la mobilité revient rapidement, écoute, c'est bon, on tape, on continue. Hein? Des fois, Ouais. c'est ça l'escalade. Mais Une ville ou deux. faut s'assurer qu'à partir de la journée où on s'est blessé, chaque journée devrait être meilleure. OK. Je peux pas m'être fait mal à une poulie, puis j'ai mal juste quand je grimpe, puis 3 semaines plus tard, j'ai mal quand je sers ma tasse de café. C'est pas ça un progrès durable et constant. Ouais. Fait qu'il faut être capable de quantifier. Quand les gens se font des entorses traumatiques, exemple, ils se virent une cheville, ils se tournent le poignet, ils se déboîtent une épaule, je leur demande souvent, dans cette semaine, il y a 7 jours, tu as eu combien de jours sans douleur? Parce que souvent, une entorse, ça fait pas mal quand je suis au repos, ça fait mal quand je fais mon faux mouvement. Mon entorse de cheville, ça me fait mal à nouveau quand je me revire la cheville. Puis je leur dis, à chaque jour. Ça fait combien de temps que moi? Ça fait 3 mois. OK. Ça fait 3 mois qu'à tous les jours, je me fais mal. Comment tu peux espérer guérir de cette blessure-là? Je me recrée une version légère de la blessure à tous les jours. J'entretiens la blessure à tous les jours. Fait que pour ces gens-là, exemple, entorse de doigt, c'est très fréquent, je leur demande de tenir un journal puis leur dire combien de jours sans douleur. Et la journée qu'on va accumuler 4 à 6 semaines sans douleur, ton corps va être guéri. De même. Mais on le fait pas. Donc, on accumule les journées avec douleur. Des fois, on augmente même le stress malgré la douleur. Et c'est là qu'on se retrouve dans un cycle où la douleur, une blessure, des fois, un peu insignifiante, qui devrait durer. Exemple, on parle d'une entorse de cheville grade 1, 4 à 6 semaines, dure depuis 2 ans. Mais il n'y a pas juste une blessure, il y en a eu 365 fois 2. Plein de petites micro-blessures. Exactement. À chaque fois. Fait que ça, c'est super important. Ça vaut la peine de consulter. Ouais. Si c'est notre 15, 20e, 25e blessure, souvent, ils ont déjà consulté en physio. J'ai des patients, je leur parle, là. Puis écoute, hey, comment ça va? Ah, ça fait 2 ans que je t'ai pas vu. Je les croise au crag à l'escalade. Je suis content, c'est cool, félicitations. Ouais. Ils disent, ah ben ouais, mais que je me suis fait la même blessure de l'autre côté, mais écoute, j'ai arrêté pendant 3 semaines, j'ai tapé mon doigt, j'ai fait ça. Après 4 semaines, tu sais, ils ont l'expérience. Ouais. Puis si tu leur parles, là, puis la blessure, c'est pas la fin du monde. Non, parce qu'ils l'ont déjà vécu. Ils l'ont déjà vécu. Donc, s'ils voient ça comme une expérience, ça peut vraiment aider. Il faut faire confiance au processus. On est chanceux. En 2011, moi, je me suis pété la poulie de l'annulaire. Il n'y a pas grand monde pour m'aider, à part de dire de mettre de la chaleur puis de ne pas grimper. C'est ce que je me suis fait faire dire le plus souvent. Maintenant, on est chanceux. On a beaucoup de thérapeutes. Au Québec, on est vraiment grillés. Moi, 2011, là, quand je me suis blessé au doigt, il n'y avait personne. Moi, j'ai commencé à travailler avec les gens en escalade en 2016. À ce moment-là, en 2016, il y avait Esther Smith à Salt Lake City. Il y avait Carrie Cooper à Salt Lake City, c'est drôle. Il y avait Nina Tapping qui était dans l'Ouest. Ouais. Pas mal tout. Hey, c'est fou, là. C'est- On parle pas au Québec, là. Au On parle Québec, en Amérique du présentement, Nord, là, quasiment. ouais, en Amérique du Nord, t'avais vraiment pas beaucoup de monde. Maintenant, t'as Jared Vaggy, de Climbing Doctor, Kevin Cowles, Jeremy Hooper, Ouais. Hooper's Beta. T'as ici, à Montréal, Jean-Sébastien Martin, Evelyne Lajoie, Ouais. Alexis Brien-Roch, Simon Rivet à Québec, Québec, ouais. Lydiane à Liberté à Rosebloc. On a Vicky Amiot. Vicky Amiot était là avant toutes nous autres. Vicky Amiot à Sainte-Agathe. On a, écoute, là, j'espère que je ne vais pas en manquer. Là, je me sens carrément mal. Il y a Il y a une Olivier qualité. Benoît à Physio du Plateau. Il y a Dave Demeldoan à Canyon. Il y a Alex Zeriepi à Zéro Gravité.
Il y a Tristan Closter-Smith qui vient de McGill, qui travaille avec Jean-Sébastien à Café Bloc. Écoute, T'es fort. il y a- Méga shout-out. et Élie Lessard à Rimouski. On a du monde un peu partout. On a Rose Mochon qui est dans le coin de Magog, Sherbrooke. On a des thérapeutes qui travaillent avec clientèle d'escalade. Écoute, c'est vraiment cool, là. L'Outaouais, ça va pas bien. On avait Stéphanie Richard, elle est partie vivre dans l'Ouest. On avait Marc-André, il est parti vivre dans l'Ouest. Fait que là, l'Outaouais, c'est un peu bizarre, là. Les gens viennent à Montréal pour se faire traiter, là, mais la plupart du Québec, il y a des thérapeutes. Fait que c'est cool. Il faut faire confiance au processus. Il faut aller chercher ces gens-là. C'est tous des mordus comme moi, là. Ouais. Ils adorent ça. Ils ont des bonnes connaissances. Ils en ont vécu. Ils ont déjà passé par le processus de guérison. Ils savent un peu les différentes branches dans lesquelles ça peut se diriger. Ils sont capables de nous recentrer. Il faut faire confiance au processus. Et la dernière chose que je dirais pour les gens qui sont blessés, il faut prendre une responsabilité de notre blessure. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai vécu comme thérapeute où les gens m'arrivaient genre « Ah, je me suis blessé cette affaire-là. Règle-moi ça. » genre... Puis où il arrivait après ça, la prochaine séance, il dit « Ah, tu vas être fâché, j'ai grimpé. » Ouais, ils prennent pas responsabilité. Là, j'étais comme « Pourquoi je serais fâché? » Genre, moi, je suis consultant. Ouais. Moi, ta blessure, je l'ai vue. Le parcours que tu as là, je l'ai vu. Je sais où est-ce que ça peut aller. Je sais c'est quoi que ça implique. J'ai une bonne idée du protocole de traitement. Je te le donne. Je te donne l'information. De la suivre ou pas de la suivre, c'est ça qui va faire que tu vas guérir ou que ça va s'empirer. Maintenant, c'est ta responsabilité de le faire. Je peux pas, et on ne peut pas décharger la responsabilité de notre blessure sur notre environnement, sur la conjoncture qui a fait qu'on a amené notre blessé, ou sur le talent de notre thérapeute. On ne peut pas leur confier ça. Pourquoi? Parce que c'est nous qui vivons, c'est nous qui avons le contact, c'est nous qui avons le plus d'informations. Je sais quand j'ai de la douleur, avec l'aide de mon thérapeute, je sais pourquoi, je sais quoi le mécanisme derrière, et je suis capable d'appliquer ces connaissances-là à mon quotidien. Donc, il faut faire confiance au processus, mais il faut aussi prendre la responsabilité de notre blessure. Ouais. Et je dirais une dernière chose qui est vraiment le fun, c'est que quand on vieillit, quand on a 50, 60, 65 ans, 70 ans, oui, le corps prend plus de temps à récupérer, oui, les processus de récupération sont meilleurs, sont moins bons, mais le contrôle conscient est excellent. OK. Puis, de manière générale, mon grimpeur d'élite, 21-22, qui est encore un petit peu pensée magique, tout ça même, va guérir moins vite que mon grimpeur senior de 55 ans pour la même blessure. C'est fou. Par cette capacité-là à prendre sa responsabilité, à se prendre en charge, à se parler à soi-même, avoir ce discours-là interne, puis être capable de quantifier un progrès durable et constant. J'adore ça. Cool. Dernière question que j'avais préparée avant les flash questions. Vas-y. Avec l'évolution des styles d'escalade plus commercial, est-ce que tu as remarqué des différences dans les 15 dernières années au niveau des blessures ou c'est encore quelque chose qui peut être similaire? Ça a beaucoup changé. OK. Je pense que l'arrivée du speed climbing a créé beaucoup de choses. Donc, l'activité du speed climbing, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut grimper vite sans être très fort, mais on ne peut pas grimper vite longtemps sans être fort. Donc, l'effort maximal qu'on demande au point de vue, on les voit, nos grimpeurs, ils ont de la masse musculaire. Ouais. Okay? On peut grimper en difficulté 5-14 puis être sévèrement anorexique. On ne peut pas faire du speed climbing en testant. On va casser en deux. Exact. Parce que c'est le même mouvement répétitif. Donc, ça pour le speed climbing. Ensuite, pour tout ce qui est du comp style, donc le style de compétitif explosif, on voit beaucoup plus de blessures aux hanches, aux chevilles, aux genoux, aux épaules, des blessures de mobilité extrême. Au début, on prend les premières compétitions, Arco, aussi la Grande-Bretagne, les années 90, 91, les premiers World Cup. C'était des petits scrims sur quelque chose de plus en plus déversant. Des fois, un figure four. C'était quand même de la force, des doigts, un peu de mobilité. Maintenant, c'est de la gymnastique. Si on regarde, si vous avez la chance, on est chanceux, là, les Olympiques. Bloc numéro 3 des semi-finales des femmes. Il faut faire une split. Une split immense, parfaite, lâcher une main, tenir, aller dynamiquement. Au moment où on tient dynamiquement, lâcher le pied qui nous tient, partir en immense port de grange, tenir, c'est de la gymnastique. Là. Alors, Simone Biles, elle serait super bonne en escalade maintenant. Il y a 15 ans, ce ne serait pas le cas, mais la demande, puis je trouve même que le côté gymnastique acrobatique est pas le côté explosif paddle dyno, mais le côté gymnastique acrobatique est plus présent chez le circuit filles que chez le circuit gars.
Et là, on en a des luxations de coudes, des luxations d'épaule, des luxations de hanches, des choses qu'on n'aurait jamais vues. Ouais. Donc ça l'a vraiment changé. Je dirais une dernière chose, c'est que au point de vue de le côté populaire de la grimpe, l'arrivée et l'explosion des gyms, on a comme 13-14 gyms à Montréal, on a aussi beaucoup des blessures de débutants qu'on ne voyait pas avant. Okay. Avant, quelqu'un qui commençait dans un gym d'escalade, il y avait une communauté autour. Quand il grimpait, il connaissait les gens qui grimpaient. Il y avait cette espèce de feedback, cet échange-là entre tout le monde qui est encore là, mais qui diminue peut-être un peu. Puis il y avait moins de blocs à grimper. Donc, on essayait, les quelques blocs, on les faisait plus souvent. Le même V3 a été répété plus souvent que dans les grands gyms avec la grande accessibilité. Ouais. Donc, je te dirais que la combinaison de beaucoup de nouveaux débutants sans technique, je trouve ça le fun qu'il y a encore des gyms que quand la personne rentre pour la première fois avec son abonnement, il y a quelqu'un qui part puis qui va se promener avec lui, qui lui montre les blocs. C'est vrai. Ça, c'est une chute. Ça, c'est un QM. Puis juste de faire... tu sais, la plupart base, des gyms, mettons, là, ouais. La plupart des gyms offrent des séances de gestuelle ou quoi que ce soit gratuites. Ouais. Initiation V0, V3, intermédiaire V5, V6. Tu sais, Ouais. Pour avoir cette espèce de mise en contexte-là, la communauté est super importante. Puis quand les gyms grossissent, c'est important que la communauté s'adapte puis qu'on ait une structure d'accueil pour les gens qui commencent. OK. Et malheureusement, il y a eu une période où les gens qui venaient me voir, c'était des blessures qui n'avaient aucun rapport à venir en physio pour une blessure. OK. C'est juste un problème de technique. Et je relance la balle au coach. Ouais. Ils ont une occasion incroyable de pouvoir prévenir un paquet de blessures en amont. Donc, vraiment, avant que ça arrive. Ils ont des outils très précieux. Moi, je recommande à n'importe quelle personne qui commence à grimper de faire le cours de gestuelle, de se faire une communauté. Grimpe pas tout seul. Je veux dire, va chercher un coach, va demander du feedback, filme-toi. Fais juste te filmer, puis regarde-toi filmer. Si tu es tout seul dans le gym, ça vaut vraiment la peine d'avoir ce feedback-là et ça va vraiment changer. Parce que les blessures de débutants, on n'en voyait quasiment pas. Ouais. Pourquoi? Parce que les débutants, ils étaient 15 dans un gym, ils n'étaient pas tout seuls. Ils étaient 15 dans le gym. À s'assurer que le débutant ne fasse pas ces erreurs-là. Ouais. Si vous grimpez, puis vous avez une bonne expérience, puis vous pensez que vous grimpez bien, vous n'êtes pas obligé de spoiler le bêta pendant que la personne veut le faire. Vous pouvez demander hey, tu veux-tu des conseils pour cette partie-là? C'est rare que quelqu'un... Sur le mur, des fois, les gens veulent être dans leur monde, puis tu sais, don't ruin the bêta, genre lancer « mets ton pied à gauche! » La personne ne veut pas le savoir. Non, exact. Mais de prendre le temps de faire comme « Hey, ce bloc-là donne la difficulté, tu sais-tu pourquoi? Tu veux-tu avoir du feedback? » Tu sais, avec respect. avec genre, respect, super poli, puis que ce soit de même, puis de continuer à partager là. Si vous avez la chance de pouvoir bien grimper, partagez cette expérience-là avec quelqu'un d'autre. Cool. Flash question. Vas-y. Parce que je sais que on avait réservé à peu près, je sais même pas ça fait combien de temps qu'on parle. On a plus notre timer. OK, bon. Écoute, on s'excuse si c'est trop long. OK, première question. On va essayer de répondre, mettons, en l'espace de 1 minute, 1 minute 30. Bref, rapide. Astuce pour se préparer à un voyage avec beaucoup de volume de grimpe. Pas grimper les 3 jours avant le voyage. Pas essayer de mettre la sauce au maximum les 2 semaines avant. Souvent, mes patients se blessent dans les 2 semaines, 3 semaines qui précèdent le voyage. 2 jours on, 1 jour off. On ne ferait pas ça en gym, mais c'est super le bon de faire dehors. Si vous allez à Red River Gorge pour la première fois... Des longues voies. Ouais. Prenez pas 5 jours, 6 jours, 8 jours, prenez 2 semaines. Grimpez 2 jours on, 1 jour off. Puis, no jokes, vous essayez 3 jours on, 1 jour off ou 4 jours on, 1 jour off, ça ne tient pas la route. Après 2 semaines, des fois, vous quittez avant le début de votre voyage. Fait que faut quantifier. Vous êtes dans un nouvel endroit, vous ne connaissez pas le type de roche, vous avez l'identité de grimper, je ne sais pas, V11 dans un bloc ou, je ne sais pas, 5-12. Vous allez arriver dans un nouveau gym, la nouvelle roche, vous n'allez pas grimper 5-12, diminuez vos attentes. Vous n'êtes pas là encore là. Si vous êtes sur un nouveau secteur de la nouvelle roche, vous n'êtes pas là pour faire la 5-12 puis faire l'autre à côté. Faites-la plusieurs fois, travaillez. C'est quoi que la voie à vous apprendre? C'est quoi que le style de roche à vous apprendre? Ce serait mon conseil pour le voyage. Ne pas négliger le sommeil, le décalage horaire sur les performances. Essayez de stabiliser votre voyage. D'arriver à un endroit d'escalade puis de passer les 3 premiers jours à faire du repérage. Ça peut être super le fun de faire les randonnées dans le coin, d'aller visiter les cafés, de voir son environnement. De s'imprégner de l'environnement, puis après ça, vous allez grimper. Non, tu vas pas faire un voyage puis tu regardes le projet en 14C sur Internet. C'est la seule chose que tu regardes. Tu arrives, tu as une vision tunnel, tu vois juste la 14C puis tu commences à la travailler. Je veux dire, wow! C'est de manquer tellement. Tu te fermes à ouais, plein de belles affaires, exact. Ouais, cool. C'est dense. C'est dense en contenu, tout ce que tu viens de dire, mais c'était vraiment bon. OK. Blessure la plus bizarre que tu as traitée. Blessure la plus bizarre que j'ai traitée. Ah, jeez, merde. Je t'avais demandé de pas poser ces questions-là. Ah ouais, OK. Si tu as décrit, la personne va se... OK, non, on peut la skipper. Toutes les blessures sont uniques, mais en général, je vais l'avoir déjà vu. OK, good. Prochaine question.
Est-ce que tomber sur les matelas en bloc de façon répétitive peut créer justement soit des blessures aux genoux ou même, ce qu'on m'avait posé dans les commentaires sur Instagram, c'est une hernie discale même? OK. Il y a plus de chances d'avoir une hernie discale en s'attachant les souliers en étant assis longtemps qu'en tombant en bloc. Ça, c'est sûr. OK. Chuter de façon répétée, c'est peut-être quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'on est capable de chuter une première fois. Quand on commence à être fatigué, notre technique de chute, notre biomécanique de la chute va changer. Les gens qui grimpent puis qui dégrimpent, c'est une bonne idée. Quand les gens font des circuits au début puis vont dire je vais faire toutes les V3 du gym, on va faire les V4, l'idée est bonne, mais s'ils tombent violemment à toutes les V3, 15, 20, 30, 40 blocs avant de faire leur V4, leur dos est fatigué. Il y a cette espèce de stress rapide qui va fatiguer les muscles stabilisateurs de notre dos et ils vont facilement tomber. Une bonne chute ne devrait pas faire mal au dos. OK. À base de si vous rédigez puis vous essayez de retenir la chute, ça se peut que vous allez avoir mal au dos, mais je pense que ça résumerait ça. J'adore ça. OK, le même auditeur me demande meilleur exercice pour bulletproof ses épaules. Meilleur exercice pour bulletproof. Il m'avait demandé d'en donner 5 exercices, mais là, je pense que 5, c'est pas obligé. Mettons entre 1 et 3, ça serait correct. Écoute, je vais aller à l'envers. Rouler ses lattes. OK. Tu finis ta séance d'escalade, tu prends un rouleau, tu roules ton latte du côté gauche, du côté droit. Si tu sais pas où ton latte, regarde des vidéos en ligne, roulement du grand dorsal, latissimus dorsi rolling. Tu t'assures que tu n'appuies pas sur ta cage thoracique, tu appuies sur ton latte. Le muscle qui est là, il se situe en avant, l'omoplate, puis il se situe en arrière dans la partie du dos. Relâche ton latte. J'adore ça. Écoute, c'était les 4 questions flash. What's next pour toi dans les prochains... pour le futur? Écoute, mois de novembre, je m'en vais à Las Vegas. Il y a une formation sur les blessures en escalade, of course. Puis aussi aller, avec un peu de chance, grimper à Red Rock avec Jared Vaghi, Volker Shuffle, Geber Irutagoina, qui est un thérapeute d'Espagne incroyable sur l'utilisation de l'ultrason dans les cas de blessures aux poulies, puis juste un être exceptionnel. Je commence à remonter lentement la pente, donc comme je t'ai dit, j'ai eu un enfant il y a un an, je sais pas moi, je l'ai eu avec ma copine. Ouais. Et, tu l'as pas eu de ça. J'ai eu incroyablement beaucoup de blessures. Je pense que en 16 ans d'escalade, c'est l'année où j'ai grimpé le moins fort, le moins souvent, où j'ai eu le plus de blessures, juste par no joke, juste à cause du manque de sommeil. Okay. Donc je commence à remonter la pente. De retourner grimper dehors. Là, j'ai pas pu grimper dehors de l'été, puis je vois un impact sur mon... J'ai grimpé en fin de semaine, puis je vois déjà une diminution sur mon stress. C'est quand même drôle, là, mais j'ai un meilleur focus. Je suis quelqu'un qui a un TDAH, donc ça me focus, mon énergie est meilleure, ma qualité de sommeil est meilleure. Donc, passer du temps en nature, c'est ce qui s'en vient. Je suis content que ça arrive aujourd'hui au mois de septembre parce que la première partie de l'année, je travaillais sur un article scientifique qui a été mis en pause pour des raisons extérieures. Fait que j'avais dit que je commençais de nouveaux projets au mois de septembre. Donc, Félicien me rejoint juste à ce moment-là. Il était gentil de m'attendre pour ça. Et... j'ai pris récemment des mesures des longueurs des doigts, donc des différences de longueur des doigts entre l'index et l'annulaire chez 50 grimpeurs. J'ai vu ça que tu as vu. J'ai pu faire ça 3 mercredis de suite au Block Chef. J'ai eu une super contribution. Écoute, on est encore en train de crusher les data. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui m'aide pour le data analysis. Sébastien, je te salue. Tu es un chouette type. What's up? Puis on est en train de comprendre des choses sur la position des doigts hangboard, sur comment la longueur différente des doigts vont influencer. Peut-être des idées pour modifier l'entraînement, mais il faut falloir le stress-proof, puis continuer la recherche. J'ai hâte de vous sortir ça. Yeah! Puis c'est où qu'on peut te trouver sur... parce que là, j'imagine... Est-ce que tu prends des nouveaux clients présentement? Toujours des nouveaux clients. Okay. Écoute, il y a toujours eu un délai d'attente de 4 à 6 semaines sur mon site web. Toutes les disponibilités qui sont sur mon site web sont là. Si vous trouvez que c'est trop tard, écrivez-moi un courriel. Si j'ai une relation, je vous l'écris. Donc, c'est physioescalade.com ou physioclimbing.com ou climbingphysio.com. Peu importe ce que vous allez rentrer, ça va tomber sur mon site. Ça va être un plaisir de travailler avec vous autres. Cool. Hey, merci pour vrai. C'était dense en nutriments, tout ce qu'on vient d'ingérer. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde. En tout cas, juste moi, quand je vais rééditer, couper les extraits, tout ça, je vais comme faire aïe aïe. Il y avait tellement de contenu. J'espère te revoir sur le show dans la prochaine année. Ça me fait plaisir. Puis, merci, pour vrai. Merci à toi. Je trouve ça fantastique ce que tu fais. Puis ça permet vraiment tu avais dit, de sensibiliser puis de connecter cette communauté-là. On avait besoin d'un podcast comme ça. Let's go. Merci.